We're ready. Good morning, everyone. Can you all hear us? Good morning. Bonjour. Okay. We can hear you. Yes. Bonjour tout le monde. Welcome, everyone, to day 3 of this important exchange. We thank everyone for taking the time to be here one more time, even though it's a Saturday. It shows a lot of commitment. So today, our facilitator will be Nadim Abdelgawad, CPI alum, who will do us the honor of facilitating the morning session. Nadim, it's all yours. Good morning. Good morning. Thank you so much, Sese, and lovely to virtually meet you all. I am actually a Foresight Intelligence Fellow with the Alexander von Humboldt, and I'm based in Berlin now. I've been told by the organizers to just call on a couple of names as rapporteurs first before we start. Please forgive me for not saying the names exactly right, but I'll try my best. Jainaba Sane and Jinelani Diouf. I hope I got it right. So these are the rapporteurs, I've been told, to give this heads up. And we start, we have Yassine SGHAIER from SPA-RAC. He didn't get to present yesterday, so we start with you. Please, the floor is all yours. We look forward. Sorry to interrupt, Yassine, just before you start. We need to confirm if Janaba is here and Nilan. It seems they are not yet connected. So Nadim, maybe we'll ask someone else to step in. Yusufa? Sure. Yusufa Khan. Yes, yes, Will, Dr. Sise. will you do us the honor of being our rapporteur today? Yeah. Happy Okay, to do so. thank you very much. Back to you, Yassine. Yassine, please. I can start. Welcome everybody. It's really a pleasure, and I'm very glad to be with you today. Sorry for the change of the program. I was really very busy with the big regional events here in the Mediterranean Sea. So I will share my screen. Please tell me if it's okay. Yes, You can see my screen. It is, yeah. yes. Okay. My presentation will be in French, so if you want to switch for the language for the interpreter, please do. Donc, je vais parler de la Méditerranée. On oublie souvent que la Méditerranée est aussi une mer d'Afrique. On a 5200 km de côtes africaines en Méditerranée. Après l'océan Indien et l'océan Atlantique, c'est la troisième plus grande mer d'Afrique.
Donc, je me présente, je m'appelle Yassine, je suis de nationalité tunisienne et je suis docteur en biologie marine. Je suis spécialiste des habitats marins et de la biodiversité marine de façon générale en Méditerranée. Je travaille depuis 10 ans en tant que chargé de projet sur les habitats marins. Donc, je fais énormément de cartographie, d'évaluation d'état des habitats et des herbiers, surtout marins. Et je fais énormément de recherches sur surtout ces aspects en relation avec les habitats, avec l'état de conservation, avec tout ce qui est en relation avec la biodiversité marine en Méditerranée. Donc, cette mer méditerranéenne, c'est quoi? C'est vrai qu'elle est très, très, très petite relativement comparée aux océans. Ça représente moins de 1% par rapport à la surface de tous les mers de globe. C'est 0,3 en termes de volume. C'est vraiment une goutte d'eau, mais elle abrite 18% de la biodiversité marine mondiale. Elle est vraiment très riche. C'est un hotspot de biodiversité. Et on a entre 20 à 30% d'espèces endémiques. Ça veut dire que ce sont des espèces qu'on trouve uniquement dans cette mer Méditerranée. Parmi elles, les herbiers de Posidonie qu'on voit ici, et malheureusement, les herbiers de Posidonie, durant les 50 dernières années, on a observé moins de 30% d'herbiers. Ça veut dire que l'impact humain est passé par là et on a une forte régression de ces herbiers. On a énormément d'espèces marines qui sont menacées. On a 78 espèces marines et plus que 168 espèces marines et côtières qui sont en cours de réduction en termes de nombre et en termes de fonction. C'est une mer aussi très impactée par les espèces introduites. On a en Méditerranée, on a énormément de nouvelles espèces qui ne sont pas originaires de la mer Méditerranée, mais aujourd'hui, ils sont là. Ils sont entrés en compétition avec les espèces méditerranéennes et on assiste à des régressions, à des invasions qui sont plus ou moins graves. La mer Méditerranée aussi, elle est fortement exploitée. On a beaucoup de surpêche. Presque 80% des stocks de poissons sont surexploités. 41% des grands prédateurs, ça veut dire les requins, les dauphins et tout ça, sont en réduction. On a perdu presque 50% des wetlands, des zones humides, durant les 50 dernières années. Et seulement 9% de la Méditerranée a un statut de protection sous forme d'aire marine protégée, mais seulement 10% de ces 10%, 9% ont un plan de gestion. Donc, on est en train de créer des aires marines protégées sur papier qui ne sont pas vraiment gérées ou parfaitement gérées. Donc, vous voyez, la situation n'est pas aussi rose que ça pour la mer Méditerranée. Et ceci est à cause de la pression humaine qui est très importante au niveau de cette mer. En termes de population, la Méditerranée, les pays méditerranéens, abrite 7% de la population mondiale, ça veut dire 500 millions d'habitants. Un tiers vivent sur la côte méditerranéenne. Donc, vous imaginez la pression qui est exercée sur les ressources et sur la mer Méditerranée. C'est la troisième, la mer Méditerranée abrite 30% du tourisme mondial et surtout un tourisme basé sur un tourisme balnéaire, sur le tourisme touristique où on installe énormément d'hôtels et d'infrastructures pour les touristes sur la mer, sur des habitats sensibles. Et on a, bien sûr, à travers le canal de Suez, c'est la plus grande zone de trafic maritime avec tous les impacts liés à ces activités. Le changement climatique. Le changement climatique, on est plein dedans en Méditerranée. Là, tous les rapports montrent que la mer Méditerranée se réchauffe 20% plus que les autres régions de la mer, des zones du globe. On est déjà à 1,5 degré de plus et l'eau de mer est déjà à plus de 0,4 degrés
par rapport aux années précédentes. Donc, on est plein réchauffement climatique et tous les impacts de l'acidification de l'eau, de l'augmentation du niveau de la mer, etc. Donc, c'est vrai que la Méditerranée, elle est fortement touchée par le réchauffement climatique. Passons maintenant pour les wetlands. Donc, la mer Méditerranée, elle est riche et assez riche en zones humides. Donc, on a 18,5 millions d'hectares. Ça représente presque 2,5 de la superficie des pays méditerranéens. Ça représente presque entre 1 et 2 des zones humides mondiales. Ces zones humides abritent 30% des espèces de vertébrés de la mer Méditerranée. Donc, vous voyez que malgré leur surface très petite, ils abritent énormément de biodiversité. Et en Méditerranée, on a 428 sites Ramsar, dont 135 sites au niveau de l'Afrique, donc au niveau du Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Égypte. Donc, cette carte, les points en gris, c'est les zones humides. Les zones en rouge et noir, c'est les sites d'intérêt pour les oiseaux d'eau. C'est un travail qui a été réalisé par Wetland International et que vous voyez, on a au niveau de l'Afrique du Nord énormément de sites d'intérêt pour les oiseaux et de zones humides importantes. Pour la Libye et l'Égypte, on a énormément de sites, mais manque d'études. Ils ne sont pas représentés de cette carte. Vous voyez que parfois les sites et les pays de Nord-Afrique, comme partout dans d'autres endroits dans le monde, c'est le manque d'études qui affecte la connaissance des zones humides et la connaissance de l'intérêt de ces zones. Les zones humides en Méditerranée ne font pas l'exception. On assiste à des régressions de partout, régression du surface, régression d'espèces, régression d'oiseaux et tout ça. Donc, tous les indicateurs, comme vous voyez, sont plus ou moins en rouge. On a des moins de 36% des espèces méditerranéennes pour les zones humides. On a réduit de presque toutes ces zones sont affectées par l'élévation du niveau de l'eau et des impacts ici. Et je pense que partout, c'est dû à la fragmentation des habitats, la pollution, la conversion des terrains agricoles, des wetlands en terrains agricoles, l'utilisation de l'eau et l'urbanisation. Je pense que c'est un constat, la mer Méditerranée ou l'Afrique du Nord ne fait pas l'exception. C'est presque la même chose partout. Donc, passons maintenant à la zone côtière et la partie marine. La mer Méditerranée, c'est une mer vraiment très riche grâce à la présence d'herbiers. Vous voyez les lignes en vert, ça représente le lieu de localisation des herbiers. Et en Méditerranée, on a énormément d'herbiers. Ces espèces qui constituent l'herbier on a 6. On a Posidonia oceanica, qui est la plus connue, la superstar en Méditerranée. C'est Posidonia oceanica parce que c'est une espèce endémique à la Méditerranée. Elle n'existe qu'en Méditerranée et elle forme des herbiers très immenses qu'on va voir après. Moi, j'ai passé plus que 15 ans à étudier, à cartographier cette plante marine et je l'aime beaucoup. Donc, on a aussi Cimodocyanodosa qu'on partage avec l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux îles Canaries, on trouve en Méditerranée et jusqu'à la côte africaine de l'Atlantique. On a Zoostera marina et Zoostera nolti. Ça, c'est les 4 plantes méditerranéennes d'origine. On a maintenant 2 de plus qui sont des espèces introduites à travers le canal de Suez de la mer Rouge. On a 2 espèces qui sont Halophila stupelacea et Halophila decipensis.
Halophila stipulacea, c'est la première espèce qui a entré directement après l'ouverture du canal de Suez. Et la nouvelle Halophila, elle est récemment en Méditerranée. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas causé beaucoup de problèmes comparément à d'autres espèces introduites en Méditerranée. Donc, ces herbiers sont vraiment très immenses en termes de surface. Elles représentent 3,5 millions d'hectares en Méditerranée. C'est presque 10% des forêts méditerranéennes, c'est à prendre en considération. Et ils sont présents à 25% entre 0 et 50 mètres de profondeur en Méditerranée. Pourquoi jusqu'à 50 mètres? Parce que ce sont des plantes, ils ont besoin de lumière. Donc, après 50 mètres, on n'a plus de lumière assez suffisante pour la croissance de ces plantes. Ces herbiers, c'est la base de la vie en Méditerranée. C'est des hotspots de biodiversité, c'est la production d'oxygène, c'est la fixation du fond marin, c'est là où les majorités d'espèces pondent leurs œufs, se nourrissent, habitent, et même les feuilles mortes de Posidonie qui sont accumulées ici sur la plage. C'est un écosystème, c'est une protection naturelle contre l'érosion marine. Et en Méditerranée, on assiste à de fortes régressions et d'érosion des plages. Ceci est dû à plusieurs facteurs, parmi eux l'élévation du niveau de mer. Donc, la mer Méditerranée et ses herbiers de Posidonie, ça représente entre 20 et 25% d'espèces. Voilà, c'est entre 20 et 25% de toutes les espèces connues en Méditerranée passent une partie de leur vie au niveau des herbiers. Donc, si on va perdre les herbiers de Posidonie, on perdra par conséquence ces 20 à 25% de la biodiversité méditerranéenne. Et ça, c'est vraiment très grave. Et vous voyez ça c'est un herbier de Posidonie sous l'eau. Moi, je suis plongeur, donc j'ai l'habitude de travailler en plongée. C'est vraiment une forêt subaquatique. On trouve énormément d'espèces, on trouve énormément de poissons au niveau de ces herbiers et c'est vraiment très, très, très riche. C'est un habitat très complexe et très riche. Donc aussi, puisque les herbiers sont des organismes fixes, lorsqu'ils subissent les conditions de l'environnement, donc si on a de l'eau qui est sans pollution, propre et tout ça, on a des herbiers verts comme vous voyez dans cette photo. Donc, on est vraiment dans un bon état écologique. Mais si on trouve des herbiers dans cet état, on comprend qu'on a un sérieux problème de l'environnement. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent les herbiers comme bio-indicateurs de la qualité de l'environnement en Méditerranée. Aussi, toutes les études qui ont été réalisées sur la valeur écosystémique des habitats, elles ont montré que les herbiers de Posidonie ont un rôle économique très important et ils ont été estimés à 19 000 dollars par hectare par année. Imaginez un pays comme la Tunisie, on a 1500 km de côte avec des herbiers de Posidonie. C'est vraiment une mine d'or qu'il faut protéger. C'est un capital très important à conserver. Et ceci parce que entre 30 et 40% de la pêche côtière en Méditerranée sont réalisées au niveau des herbiers de Posidonie. Donc, le lieu de ponte, le lieu de frayère, le lieu de croissance des espèces marines, c'est au niveau des herbiers et pas que ça. Et dans ce contexte de changement climatique, et on parle beaucoup de séquestration de carbone, toutes les études ont démontré que les herbiers de Posidonie séquestrent 3 fois plus que les forêts tropicales en termes de séquestration de carbone. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Et la Méditerranée, à travers ses herbiers, elle a un potentiel énorme de séquestration de carbone.
Ça, c'est la régression d'herbiers en Posidonie. Ce que vous voyez en rouge, ce sont des herbiers qui ont été dégradés ou complètement disparus. Et par exemple, en Tunisie, mon pays, vous voyez qu'on a de réels problèmes de régression d'herbiers. Ceci est dû, comme partout, je pense, dans le monde, pour tous les herbiers, c'est l'aménagement des zones côtières. La pêche illégale, surtout le chalutage, parce que normalement, le chalutage, il est interdit dans les faibles profondeurs, moins de 50 mètres, mais malheureusement, c'est toujours pratiqué. La pollution, l'aquaculture, l'ancrage des bateaux, la compétition avec d'autres espèces introduites. Mais malheureusement, en Méditerranée, on a un cocktail de tous ces facteurs. On a les espèces invasives et l'aquaculture et l'aménagement côtier et tout ça. Donc, c'est assez décevant. Par exemple, je vais donner un exemple d'article qui est apparu l'année dernière en 2020 concernant la régression des herbiers en Tunisie. Donc, vous voyez ici l'herbier en 65 qui représenterait presque 100% de sa distribution. Jusqu'à 2014, on a perdu moins de 80% de cet herbier parce qu'on a installé une usine de traitement de phosphate. Juste à côté, on a rejeté énormément de phosphogypse en mer. Donc, ça a changé complètement les caractéristiques physico-chimiques de la zone et on a perdu énormément d'herbiers. Et lorsqu'ils ont fait l'estimation économique de cette perte, ça se chiffre à 750 millions d'euros. Donc, ça, c'est vraiment dommage parce que ces herbiers, une fois perdus, c'est perdu pour jamais. Donc, c'est vraiment une très grande perte. En Méditerranée, heureusement, et dans le centre où je travaille, c'est un centre qui fait partie de la Convention de Barcelone, qui est une convention qui vise la protection de la mer Méditerranée. On a un plan d'action pour la conservation de la végétation marine en Méditerranée, où il demande à tous les pays méditerranéens d'étudier ces plantes marines, de faire la cartographie, de développer la recherche scientifique, de faire des actions pour atténuer les actions humaines, etc. Et aussi, on a des lignes directrices pour standardiser les méthodes de cartographie et de suivi des herbiers. Donc, tous les pays méditerranéens, ils ont des méthodologies standards reconnues pour suivre ces herbiers. Comme ça, on peut comparer les données, comparer les datas qu'on va obtenir. Moi, je fais énormément de cartographie à travers les projets que je gère, donc à travers des méthodes basiques comme les transects en plongée ou en apnée, soit des observations directes sur le bateau ou en plongée. On utilise aussi la télédétection, ça veut dire l'utilisation de photos satellitaires ou photos aériennes. On utilise aussi des méthodes qui sont basées sur l'acoustique, c'est comme le sonar à balayage latéral ou sonar à multifaisceau, le multibeam. Et aussi, bien sûr, on utilise le ROV, qui est un petit sous-marin téléguidé avec caméra où on peut utiliser et savoir la nature du fond sans plonger. Et on obtient ce type de carte. Moi, je fais énormément de cartes de ce type dans le cadre de mes travaux. Donc, vous voyez ici la répartition des habitats et surtout des herbiers de Posidonie. On peut vérifier s'il y a des zones où on a des dégradations, etc. Et ça, c'est très utile pour savoir si c'est quoi l'état de l'herbier, est-ce que les surfaces sont en train d'être réduites ou pas. Et on installe aussi des systèmes de surveillance. Ça, c'est vraiment des balises, des blocs de béton qu'on installe à la limite des herbiers. Et comme ça, on peut suivre l'évolution, la régression possible de ces herbiers. Ici, par exemple, j'ai mis la photo d'une balise qu'on a installée en 2014. Et ça, c'est la photo en 2016. La balise, elle est complètement recouverte par l'herbier. Ça veut dire que l'herbier a avancé.
Ceci parce qu'on l'a installé dans une aire marine protégée en Tunisie que je vous invite à visiter. J'ai essayé que Dr Adam la visite, ça fait 2 ans, mais on n'a pas réussi. On va le faire après le Covid, j'espère. Et vous voyez que ça, c'est une chose positive, mais c'est pas le cas dans plusieurs pays méditerranéens. Donc, on assiste plutôt à des régressions, et malheureusement. Et après, on a eu le Covid. Moi, je suis quelqu'un de très actif. J'adore plonger, j'adore voyager, j'adore faire de la cartographie. Je me suis trouvé coincé chez moi, comme tout le monde, depuis le Covid. Et je me rappelle avoir trouvé dans un des journaux tunisiens, l'un des plus connus, il parlait de la préparation des autorités pour les plages touristiques. Il parlait de nettoyage des plages et l'élimination de la posidonie. Entre parenthèses, définition de la posidonie pour ce journaliste, c'est plantes parasites qui vivent en mer. Donc, j'ai pris conscience que tout ce travail que je suis en train de faire, cartographie, Convention de Barcelone et tout ça, c'est complètement déconnecté de la réalité. Le grand public ne connaît pas l'importance de la posidonie, ne connaît pas l'importance de tout ce travail qu'on est en train de faire. Et pour eux, ce sont les feuilles mortes de posidonie qui s'accumulent sur la plage, qui constituent un écosystème très important et protégé en Méditerranée et une protection de la plage. Mais pour les touristes qui viennent visiter la Tunisie, ça, c'est de la saleté. Et ça, c'est des choses à enlever. Donc, pour les opérateurs touristiques et pour les hôtels, ça, c'est l'effet parasite de la posidonie. Donc, pendant ces périodes de confinement, puisque je ne peux pas sortir, j'ai créé avec un groupe d'amis un compte Facebook, un groupe Facebook qui s'appelle TunSea, Tunisian Sea, la mer de la Tunisie, qui a été créé en août 2020, donc 6 mois après le confinement. Tu sais, tout le monde on a été choqué par cette pandémie, donc on a pris du temps pour réagir. Ce groupe est géré par 14 administrateurs que je remercie, donc 7 femmes et 7 hommes, entre 22 et 50 ans. Ce sont tous des amis de profils différents. On a des pêcheurs, on a des étudiants, on a des universitaires, on a des hommes d'affaires avec nous. Et le but, c'est de rassembler tous les acteurs et tous les passionnés de la mer ensemble dans un seul groupe Facebook. Donc, des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires du ministère de la Pêche, le ministère de l'Environnement, des touristes, des pêcheurs professionnels et amateurs, des marins, des plongeurs professionnels ou amateurs, des étudiants, universitaires, chercheurs, gestionnaires d'aires marines protégées, des NGO, des aquaculteurs, des passionnés de la mer, et on a fait cette networking, ce réseautage de gens que généralement on ne se connaît pas, on ne se parle pas ensemble. J'ai compris que moi aussi j'ai un très grand rôle à jouer, c'est passer tout cet amour que j'ai pour la posidonie à des gens qui la considèrent comme des parasites. Et aujourd'hui, TunSea, c'est 18 500 membres qui sont répartis dans plusieurs pays. Bien sûr, la Tunisie a le maximum nombre de participants, mais à travers ce groupe Facebook, on a fait du réseautage, on partage des informations, on discute beaucoup, on échange, on fait de la vulgarisation, on simplifie toutes ces recherches qu'on fait pour le grand public, on partage des informations, des recherches scientifiques, on partage des données qui sont ouvertes au public, on donne des opportunités de stage et de formation, on fait de la sensibilisation, des actions, des alertes. Et ça, c'est par exemple le graphique de nombre de membres actifs dans le groupe. Donc aujourd'hui, on est à 13 000 membres actifs par jour. Donc, si on organise des workshops et des manifestations et tout ça, si on a 200 ou 300 participants, on est très content. Et sur les réseaux sociaux, on peut atteindre 13 000 membres par jour dans un seul groupe. Membre actif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a entré, commenté, lit le contenu. On est à 68 publications par jour, plus qu'à 500 commentaires par jour.
et plusieurs réactions. On peut dire c'est quoi le type de commentaires qu'on reçoit sur ce groupe. On publie des publications sur voilà, c'est quoi la Posidonie, c'est quoi c'est l'intérêt, pourquoi il ne faut pas enlever ces banquettes de Posidonie parce que c'est un écosystème très important, c'est un écosystème pour la vie d'autres espèces. On a aussi des publications sur la signalisation d'espèces exotiques ou des espèces rares. On signale des mortalités ou de nidification de tortues marines. On offre aussi des stages et du travail dans le domaine. On partage ces publications qui existent partout. On aussi partage des événements culturels ou sportifs en relation avec la mer et le milieu marin. Et à part ça, dans les périodes où on n'a pas de pic de Covid, parce que voilà, en Tunisie au moins, c'est des pics. Lorsqu'on a ces ouvertures, à travers ce groupe Facebook, on a récupéré énormément de tortues d'eau douce, qui sont des espèces protégées en Tunisie, mais malheureusement, des gens les capturent et les vendent comme des animaux de compagnie. Grâce à ce groupe, parce qu'on a expliqué aux gens c'est quoi un wetland, pourquoi il faut les protéger, ces espèces, ils nous contactent pour nous donner leurs tortues qui étaient emprisonnées dans ces aquariums et on fait la réintroduction des espèces. Bien sûr, on vérifie l'espèce, on vérifie que sont en bon état et on a des experts avec nous dans le groupe avec qui on vérifie que c'est la bonne façon pour le faire. On fait aussi, bien sûr, on collecte les données sur les tortues marines échouées parce qu'on a des observateurs de groupes partout sur le littoral tunisien. À titre indicatif, on a un réseau national, nous, en Tunisie, pour l'échouage. Le maximum de tortues marines qu'ils ont enregistrées dans une année, c'est 60 tortues échouées. Nous, à travers ce groupe Facebook, on a 100 tortues échouées depuis 6 mois parce qu'on a des observateurs partout sur le littoral tunisien, sont tous des bénévoles. Et grâce à ce groupe, tout le monde participe et donc on peut récupérer les données qui sont très importantes parce que l'échouage, ça veut dire des données, ça veut dire la cause de mortalité, est-ce que c'est du plastique, est-ce que c'est le bycatch, etc. Et yes, I'm very sorry to interrupt. Yes, it's very interesting. So I didn't want to interrupt at all. Yes, thank you. It's the last one. Don't worry. Et on fait énormément de contacts avec les pêcheurs parce que le Covid va partir un jour. Et les contacts qu'on a avec les pêcheurs aujourd'hui vont nous aider à affiner nos objectifs et affiner nos travail, même nos project requests pour le futur. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et merci beaucoup. Lorsque je parle sur la Posidonie, je ne peux plus m'arrêter, sorry. Thank you so much. I also didn't want to interrupt, even though I saw we're a little bit over time, because the presentation was very, very interesting. And as we have from some of the comments, the part about the initiative is also inspiring. Yes, thank you. Anyone who has worked in this field in general, but especially in North Africa, because this is where I'm familiar with, we know that these numbers are very hard to achieve in terms of engagement. So great work. Yes. I'm not going to talk a lot or add to everything you've said. I'd like to actually use the little time we have to give at least a chance for a question or two. I think that would be the best thing to do. So please, if anyone has a question, please raise your hand. Or if you're in the hall, I'm sure you're... Yusuf Akan, please. Floor is yours. Bonjour, merci beaucoup, Dr Yassine, pour cette brillante présentation. Je vais aller directement à la question vu qu'on est pris par le temps. Donc, concernant les systèmes de cartographie, j'ai vu que vous utilisiez la télédétection. Donc, j'en ai eu à parler avec un docteur en télédétection, un de mes professeurs. Donc, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir d'amalgame donc au niveau des longueurs d'onde, donc des rayonnements, par rapport aux herbiers
et d'autres types de végétation qui vont se retrouver au niveau donc sous-marin. Donc, je veux dire par là, soit les algues ou bien donc d'autres types de flore qui puissent donc biaiser le système d'identification par télédétection. Surtout vu que donc il y a une certaine hauteur et tout va apparaître en vert. Donc, comment distinguer clairement donc les herbiers des autres flores? Merci pour cette question, c'est très intéressant. On ne peut jamais savoir réellement ce qu'il y a sous l'eau sans plonger. C'est pour ça qu'on a fait une opération, ce qu'on appelle la vérité terrain, et on plonge pour vérifier est-ce que c'est de l'herbier ou c'est des algues. Mais d'une manière générale, en Méditerranée, je pense qu'en Afrique aussi, c'est la même chose, on ne trouvera jamais un habitat monospécifique formé uniquement de Posidonie. Parce que, par exemple, en Méditerranée, la Posidonie, c'est un écosystème. Donc, elle ne peut pas vivre seule. On trouve des centaines et des centaines d'algues. Ce qu'on fait, nous, c'est soit dire qu'à partir d'un certain pourcentage, on peut dire que c'est un habitat ou un herbier ou un écosystème de Posidonie, soit on met, par exemple, on trouve parfois d'un herbier mixte, Posidonie sémodocée, et dans la légende, on met habitat mixte. Mais ça, c'est vraiment très intéressant. Je pense que 2 ou 3 questions, ce n'est pas suffisant. Adam pourra partager avec vous mes contacts et ça me ferait plaisir de partager avec vous beaucoup d'autres données parce que dans 20 minutes, on ne peut pas tout partager. J'ai travaillé beaucoup sur la cartographie, donc j'ai beaucoup d'informations à vous transmettre si vous êtes intéressés. Merci beaucoup. Thank you. We have a question first, Dr. Alune Faya, and then Noelo Silva. So please, Doctor. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Dr. Yassine pour sa belle présentation, très didactique, n'est-ce pas, à travers laquelle on a beaucoup appris sur les herbiers de la Méditerranée. Alors, vous avez montré une régression importante de la superficie des herbiers en Tunisie. Ma question est que, est-ce qu'il y a aujourd'hui des programmes, n'est-ce pas, de restauration pour regagner, n'est-ce pas, ces superficies d'herbiers qui sont perdues? Quand on sait que actuellement, il y a à travers le monde, n'est-ce pas, plusieurs méthodes de restauration, n'est-ce pas, de superficies qui sont perdues et qui étaient occupées auparavant par des herbiers marins. Est-ce qu'en Tunisie, il y a des programmes, n'est-ce pas, pour cette restauration de ces herbiers? Merci. OK, merci pour cette question. Oui et non. Oui, ce qu'on fait, nous, en Tunisie, c'est plutôt la création d'aires marines protégées. On essaie de renforcer la surveillance. On installe le fameux VMS sur les bateaux de pêche pour limiter le chalutage, etc. Le problème avec la Posidonie, c'est que sa croissance, elle est très, 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 très lente. C'est 3 cm par année. Donc, ce que détruit un chalutier prendra des centaines et des centaines d'années pour qu'on a une nouvelle restauration de l'herbier. La Posidonie, elle est très sensible. Donc, si on a des changements des caractéristiques physico-chimiques du milieu, elle va disparaître. Et la régénération de la Posidonie, elle est vraiment très lente. On a fait en Méditerranée des expériences de plantation ou la replantation de la Posidonie. Ça coûte énormément d'argent et les conditions, les résultats ne sont pas vraiment encourageants. Donc, c'est applicable pour la cimodocée, c'est applicable pour d'autres plantes marines, mais pour la Posidonie, la seule solution qui existe, c'est la conservation. C'est pour ça qu'on fait tout pour protéger cette espèce, parce que la conservation, jusqu'à maintenant, c'est l'unique solution. En Méditerranée, la conservation, ça passe à travers la création d'aires marines protégées, limitation des impacts, atténuation des travaux humains, etc. Mais la Méditerranée, c'est vrai que c'est très difficile. On est
22 pays à partager cette mer. L'économie, elle est basée sur le tourisme, sur des activités côtières. C'est vraiment très, très, très difficile. Donc, on essaie. Mais pour la Posidonie, vu qu'elle est vraiment une espèce très exigeante, c'est très difficile de la conserver ou faire des approches de restauration. Merci. Une autre question? Hello? Adim, have you lost your connection? Hello? Yeah. I'm sorry, I had a little technical issue, but I think now, yeah. Okay, one last question. Noelo Silva, please. Bonjour. Avant tout, je remercie et je félicite Monsieur Yassine pour la présentation. Je suis flatté et je vais vous encourager parce que à peu près on vit la même chose, mais c'est que vous avez beaucoup plus d'expérience par rapport à nous ici à Guinée-Bissau. La question que je me pose, d'après toutes les expériences que vous avez sur les herbiers marins, est-ce qu'il n'y a pas une loi qui protège cet écosystème? Vas-y, pardon. D'accord. La deuxième question est sur l'approche méthodologique. Dans le cadre de projet Resiliency, nous avons beaucoup d'échanges pour standardiser la méthodologie de travail. Parce que on dit que l'écosystème marin, c'est une continuité. Dans le cadre de projet Resiliency, on a une difficulté pour avoir une approche méthodologique unique. Et j'aimerais que vous partagiez cette expérience, quelle est la difficulté et comment vous avez réussi à obtenir cette approche méthodologique unique. Okay. Merci beaucoup. Pour les autres questions, j'aimerais beaucoup plus poser des questions, mais mes camarades, mes amis, ils ont posé qu'après, on aura des échanges. Je vous écris sur votre link sur Facebook. J'ai adhéré et la suite, on verra ça. Merci beaucoup. Je vais partager sur le chat après mes contacts, email, Facebook, téléphone ou whatever. C'est avec plaisir qu'on continuera la discussion. Donc, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai de l'expérience, c'est vrai, mais j'ai aussi j'ai eu un excellent mentor qui est M. Brahim Matiam. Je ne sais pas s'il est avec nous, parce que j'ai aussi fait l'académie de Mava et il m'a beaucoup aidé. C'est une façon de moi de le remercier parce que lorsqu'on a eu le Covid, tout le monde en était stressé, on n'a rien compris. Mais avec cette académie, j'ai compris qu'on demande aux systèmes d'être résilients, alors que nous aussi, on doit être résilients face à cette Covid. On doit s'adapter, on doit être flexible. Moi, lorsque je ne peux plus sortir en mer, j'ai créé ce Facebook pour garder le contact avec la mer. Et apparemment, on a fait du bon travail. Donc, concernant la loi, en Méditerranée, on a un vrai décalage entre les pays nord-méditerranéens et pays sud de la Méditerranée. Nord-Méditerranée, ça veut dire l'Europe, où la Posidonie, elle est protégée par plusieurs lois. On a une loi spécifique à la Posidonie en France, où on ne peut pas bâtir un port si il y a de l'herbier posidonie. On ne peut pas faire un émissaire d'eau usée si on a un herbier posidonie. Pour la rive sud de la Méditerranée, ça veut dire l'Afrique, on n'a pas de loi spécifique à la posidonie, mais dans la loi de la pêche, on dit qu'il ne faut pas faire du chalutage à moins de 50 mètres parce qu'à 50 mètres,
et 40 et 30 et tout ça, on a des herbiers de posidonie. Donc, on n'a pas de loi spécifique, mais on les prend en considération dans les lois d'études d'impact pour la mise en œuvre d'installations portuaires, etc. Mais on n'a pas de loi spécifique pour la posidonie. Concernant la standardisation des méthodes, c'est vrai qu'il y a eu un très grand débat en Méditerranée parce qu'il y a l'école espagnole, l'école française, l'école italienne, l'école, etc. Donc, on a fait des groupes d'experts et ces groupes d'experts, ils ont identifié c'est quoi les indicateurs à suivre, la densité, la cartographie, etc. Et on n'a pas exigé une seule méthode. Mais il faut avoir un objectif unique avec des indicateurs communs qu'on peut étudier plusieurs méthodes, mais pour atteindre les mêmes objectifs. Le plus important, c'est la méthode de suivi après, ça soit une méthode standardisée pour qu'on a les méthodes, les mêmes standards pour pouvoir comparer. Mais tu sais, lorsqu'on parle sur les herbiers, je pense qu'on devra faire une réunion Zoom ou Skype spéciale sur les herbiers parce qu'il y a énormément de choses à se dire et à partager, surtout entre nos deux côtes de l'Afrique. Et merci beaucoup. Merci. Dr. Yassine, thank you very much for a very rich presentation and session, and I thank everyone for the lively discussion as well. We have to move on, and we're a little bit over time, so maybe I suggest, no, not at all, thank you, but I suggest that maybe for the next speakers, I will use the hand raising gesture that you can see by my image, just 3 minutes before time is up, then you have a little chance to wrap up smoothly. So our next presentation is going to be about mainstreaming climate change in the Gambia, and I would like to present with pleasure Fodé Fati. Please, the floor is yours. Thank you so much, my dear. Can I ask everyone to lower their hands, and then there is no confusion when we get to the next Q&A session? Thank you. Thank you, Nademi. I hope I pronounced the name correctly. Yes, first of all, I will thank the organizer, Wetland International, and the partners, and also colleagues, and then all those who presented those brilliant presentations. As you can see, my name is Fodé NK Fati. I'm a senior program officer working with National Environment Agency in the Gambia. I am here responsible for environmental research and then planning. I had a background in economics, and then I did my master's program on environmental science, focusing on environmental management and sustainable development. My research was on, waste management using life cycle assessment. Here, I'm here to present a slides to you or an information. And then Fodé, I'm sorry to interrupt, but I do not think the slides are, like, we can see the slides right now. You are not seeing the slides? No, at least for me, please, anybody correct me if you see something differently. I can see that the page where you open the file, but not the file itself opened. Oh, and then I'm seeing it. Can anyone also? It's the same here too. It seems your screen is frozen. Can you close and open again? Sorry about that. Are you seeing my slide now? No. No. Just a moment. Take your time. Maybe you can also, yeah. Fodé, I think you have to select which screen you want to share.
Great. I was going to suggest resharing the screen. Sorry. When you click share, you have to go to the specific file that you want to share your PowerPoint. If it's easier, you can drop your presentation in the chat box. You are not sharing the correct window. You have to choose the PowerPoint window when you share. You know, Doctor, sorry, I'm not using my own. It's okay. Just a minute. All right. Sorry, just a minute. Sorry. Not at all. I would like for everyone already, Dr. Yassine shared his contacts, so and the links to the initiative in Tunis. So for all those interested, please remember to copy it or save it somewhere because the chat is going to disappear later. Fode, are you in the same place with Janaba? Fode? What is the name of it? Is it this one? Yes, sir. Where is it located? It's at the desktop. Yes. This one? 46. This one. Yeah. They're waiting for you. Yeah. Ask them to do a seeing. No, it should be seeing. Hello, are you seeing now? Yes, perfect. Oh, thank you so much. Thank you. Sorry for that. For that delay. It's okay. It happens. Yes. Anyway, as I said, I worked here with National Environment Agency. I'm here to share with you some information on how the mainstreaming of climate change adaptation in the Gambia is happening. So this is my outline. I will try to give just an introductory part of it, and then the method I use, and also some result and achievement on the climate change adaptation mainstream. Anyway, so on the introductory part of it, as we all know, this is globally climate risk have been accelerating in recent decades with higher than expected sea level rise, average temperature, and extreme weather events. These are such as flood and others. So this risk combined with global financial and economic instability, threat to human security, and growing environmental degradation to affect all developing countries, including the Gambia. So these combined stressors shape our national economies and people's livelihood. So means it's important for countries to look into the mainstream climate change adaptation in their development agenda. So this is why the objective of this paper is just to assess and analyze the level of mainstreaming climate change adaptation in the Gambia development. That's so in the world, we all know, the climate change have definitely caused impact on natural and human systems on all continents across the world.
So if you look at the climate change impacts now, this is something which the world is being worried about. And then this is why a lot of campaign, a lot of agendas been, discussed at a global level, regional level, and then also at the country level. So in Africa, also, climate change multiplying existing health vulnerability while Africa ecosystems are changing rapidly. This is due to climate change. So with substantial projected future impacts. Like in the Gambia here, the papers I looked at, I've seen in terms of the future projection on climate change impact is huge. So it's important for us to look into the mainstreaming. The mainstreaming of climate change is of two. The impact we either mitigate or adapt. So here in the Gambia, presently, we are finding it very difficult because we are confronted with the need to develop and also adapt climate change at the same time. So it is not an easy looking at the Gambian economy. So these are the two things we are confronted with. So anyway, this poses immense challenge because the Gambia has already been targeted by developing corporations for decades and still struggle to meet the basic needs of its people. So climate change, these national circumstances, like here, our rainfall average, you are talking about 850 millimeter per year. And then now, because of access of climate change, the erratic rainfall, we are observing that. The temperature, this is a basic, profile on climate change in the Gambia. Currently, the Gambian population we are seeing is about 2.3 million. That is 2 million people now. So, and then again, we are confronted with all these issues. We want to develop, and again, the climate impact, we have to adapt. So the climate sensitivity here, as you can see on this slide, the major economic sector had largely affected. This includes agriculture, the forestry part of the water resources, and then also the ecosystem is a threat as uncontrolled government committed and private effort in infrastructure development in wetland and along the coastline. Yeah, because when you come to Gambia here, even our capital city, Banjul, there is this is a Ramsar site, we call it Tambi wetland. It's now been encouraged by a lot of development structures. And then this we are seeing because of the sea level rise, the projection is now even telling us that the whole capital city is in a threat. So, salt intrusion also as well is a problem here. Now we are seeing, or we even observe some mangroves now stands at the inland in the Gambia. That is, in the regional level. So this is showing us that the intrusion in terms of salt. So this is as a result of all climate change impact. Yes, as we all know, the cause this is both natural and then anthropogenic. So, but the blame is more on our activities. So, meaning when you know your problem, 50%, I think we can solve. So we know most of our activities are definitely contributing a lot. So, meaning considering the methodology part of this thing, considering the time frame for the presentation of this paper, what I did was we interviewed some of our experts in the government level and also make, some literature review, like looking at this literature, these people, Hannes, Florent, and Eric, they do look at the climate change adaptation mainstream in the Gambia, and also F. Camara 2013 also study mainstreaming climate change resilience into the development planning in the Gambia. So basically, this is how, because of this short period, we looked at some of the literature, and also we had some interview on how the Gambia at the level of our adaptations of climate change. So the climate change impact results to so many things, as I said. When you come to Gambia, especially you go to the coastline of the Gambia, you will see a lot of impacts physically, because our coastline now is it's almost gone as a result of climate change. The dry also, that is the drought. When you come to Gambia, you will realize that climate change impact is huge. So this is why the government is taking all it can to mainstream climate change adaptation mechanism or measures in our development plan. So some of the achievement we've realized here is having a legal and regulatory framework for environmental management aims to strengthen national capacity
to enforce the provision of the Convention on Desertification, Control, and Climate Change and other related laws. And also we've seen in the Gambia, there is a National Climate Change Committee, which been established in 1992. And also Gambia also contribute, also communicate to the UNFCCC, United Nations Framework for Climate Change. And then this is now we are even working on our GHG inventory. So these are all global, these are commitment. Gambia is also, answerable to, and they are also trying to do as they can. So we also have a program action plan, that is the adaptation program of action plan. And then we also have the revised Gambia Environmental Action Plan. This action plan, when you see, like, because the National Environment Agency established by an act of parliament is responsible for this. So in this, we have a lot of, priority areas and also actions, in terms of our intervention towards the climate change adaptation. So the National Appropriate Mitigation Action also is on core. The National Climate Change Secretariat has already been established under the Ministry of Environment, Climate Change and Natural Resources. We have a ministry responsible for this. So in that ministry, we have a secretariat now. So also we have also a vision, that is climate vision and strategy for the country under the Paris Agreement. And then I'm sure this in the other country. So we also have a revised national determined contribution. Currently, this is what we are working on, and then it's at the final stage for submission. The mainstreaming climate change adaptation into ANR also, that is agricultural and natural resources policies, and also health policies. We've mainstream climate change in this. We've also did that. Organizational structure for climate change implementation in the Gambia here also, if you looked at it, we have, at the top there, we have the Jeff focal point, Global Environment Facility. The focal point is where I work, National Environment Agency. Then we have the Department of Water Resources. It's under the Ministry of Environment. We also have ANR working group. So in this ANR working group is under the National Environment Agency. This is a working group. This is a working group from all the relevant institutions incorporated to look into the issues surrounding the agricultural and natural resources. So in that policy now, climate change is being mainstream. Understand? So we also under the IPCC, in the governmental panel on climate change, the focal point also is under the Department of Water Resources. So all these are the structures now we are trying to work with to mainstream climate change adaptations and a climate change, concept in our development planning in the Gambia. But in conclusion, we could see, because of the high vulnerability of the Gambia to climate change, so the following strategy and possible measures could also minimize the impacts. This is mangrove replacement, and then sand dune stabilization, alternative energy for fishery, alternative engagement such as beekeeping and ecotourism, community forestry, and a riparian vegetation belt. So these are measures we think, like, when we look into this could also help us to mitigate or to minimize the impact of climate change. The perspective here, we all know climate change is real. So meaning we have to continue to face the impact in future. We will see that. So, but again, the choice we have to mainstream climate adaptation measures in the development program. We have a choice. So the choice we have to adapt the climate change, and we mainstream the issues in our development programs. And also we have to integrate the adaptation strategy. I believe this will support overall development target, especially in the Gambia. So the climate change also, we can see it offers the opportunity to allocate funds and also to create infrastructure that allow tapping local potential, such as investment in sustainable job skills and farming or fishing schemes and livelihood strategy, or to overcome fiscal dependency by investing in renewable energy. In the Gambia here, most of our energy aspect, we are dependent on the fossil fuel. So meaning if we can definitely also work on our renewable energy sources, that this one also will help us. But as I said, this study is just trying to analyze and assess the level of the mainstreaming of climate adaptation in the Gambia. So there is a need for studies to be carried
out on the mainstream climate change adaptation in the Gambia development, so that to provide additional adaptation strategies and measures on climate resilience. This will help the country to at least meet the climate targets. So these are the references we try to, looked at, and then try to provide these short slides just to give you some information about how mainstreaming of climate change adaptation is definitely occurring in the Gambia here. I thank you all for all your kind attention. Thank you very much for the presentation. I would like to open the floor for a couple of questions as well. So please feel free to raise your hand. Cisse, please. And for you can also turn off the screen if you'd like. Then we can also see each other's. Okay. Thank you, Nadim. Thank you for this presentation. Dr. Cisse, please, the floor is yours. Can you hear me? Yes, I'm hearing. Okay, thank you for this presentation. I followed with keen interest, especially on the part about the economic sectors affected by climate change. I did not hear much about fisheries. What is the situation like? What are the threats, and how is it included in the mainstreaming process itself? Yes. Yes. You are very right. Can I come in? Yes, please. Yes, thank you. Yeah, fishery, as you recall, yeah, fishery is one of the most important sector in the Gambian economy here, I believe, because it employs a lot of, local people here. So when we talk about mainstream climate change, of course, fishery can be, should be part of this. And it is what is occurring here. In the fishery sector, currently, we have a fishery strategy now, and then a lot of mainstreaming of climate change in this. Maybe this slide, we would have just provided some information, but because of like we don't want to bore with a lot of slides. But currently, our fishery sector, we've realized a lot of impact because of climate change, because of even we talk about along the coast, along even our, the salt inclusion aspect of it. So here in the Gambia, fishery is a department. There's a department responsible for fishery sector, which Dr. Is know about it. So they are currently working on a lot of strategies in terms of even the capacity building as well. I know currently we have a lot of people reading on the climate change with regards to the fishery sector. So currently in that aspect, there is a lot of work that is going on the fishery sector. But as I said, in the Gambia, I think we need a lot of studies so that we can showcase this to our policymakers. Because when you go and you want to read about the articles that concentrate on the mainstream climate change in the Gambia here, I've seen, though I didn't, but I took my time, and then the number of papers I've seen, I think there's a need still so that to come up with additional information with regards to this, so that with that, then our policymakers will be advised in terms of how best we can mainstream climate change into our all development agendas. Currently, the National Development Plan, they call it NDP, which is 2018 to 2023. So that plan, because I was also part of in terms of its development processes. In that plan, when you looked at it, you will see a lot of climate change mainstreaming issues that has been discussed in that plan. So I believe that also cover in our fishery sector. I hope I provide some ideas on the doctor's concern. Thank you very much. We got one last question from Amado Mane, please. Okay, thank you so much for that presentation. I have a small concern
about, you have mentioned a lot of sectors where mainstreaming of climate change is taking place in the Gambia. I would like to know whether climate change advocacy, especially and also whether the government or stakeholders are looking at they can mainstream climate change into the curriculum of education in the Gambia. I want to know whether there are some processes or ongoing. Thank you. Yes, Mr. Mane, thank you so much. I heard of the last part of the question. The first one maybe escaped me about the government and the local people. Like, but I know for the educational system, in our education currently, because of like we also have work with we are also part of the WASCAL program. So currently in our educational program, there are a lot of climate change issues. It's been mainstream. Currently, with the National Environment Agency, we are also working with the basic and secondary education, trying to come up with a curriculum where climate change will be mainstream. And then that is, we have also ICZM, that is Integrated Coastal Zone Management. So in that document, or in that way of doing things, we are considering mainstreaming climate change in our educational system. So in terms of the government and then also, I don't know, local people, the first part of the question, which is not very clear to me. So I don't know whether that's not very clear to me. I think it's okay, because my concern is only about climate change education and also mainstreaming in the curriculum. Thank you so much. Yeah, we are working on that. Thank you so much, Fude. I personally learned a lot, and I thank everyone for the follow-up questions afterwards. I think it's time to move on to try to follow our schedule as much as possible. Our next presentation is on informing management and policy decisions in West Africa. And our speaker is Dr. Aliouni Faye from UCAD ISE. Doctor, please, the floor is yours. Merci. Oui, merci. Je vais partager mon écran. Yes, please. Vous avez reçu mon écran? Yes, we can. Voilà. Merci, monsieur le modérateur. Permettez-moi de remercier d'abord Wetland à travers la personne de Dr. Adam, qui nous a demandé de bien vouloir faire une présentation. Je remercie également la Fondation Humble pour l'intérêt qu'elle porte pour la conservation et le changement climatique. Un grand merci également à tous les participants. Alors, il m'a été demandé de faire une présentation pour voir comment est-ce que les résultats de la recherche, n'est-ce pas, peuvent être utilisés par les politiques, n'est-ce pas, pour éclairer leurs décisions. Alors, je dirais que je suis loin d'être un spécialiste des questions politiques, recherche politique. Je serai beaucoup plus à l'aise sur les questions relatives aux écosystèmes marins côtiers ou bien sur la ressource marine et côtière. Mais on va essayer. Alors, cette présentation, elle s'articule autour de 4 principaux points. Premièrement, on va voir d'abord les concepts qui sont relatifs à la thématique. Ensuite, voir quel est l'état de la recherche en Afrique de l'Ouest. Voir également quelles sont les relations ou les rapports, n'est-ce pas, entre les chercheurs et les décideurs politiques. Et enfin, voir ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une meilleure intégration des résultats de la recherche, n'est-ce pas, dans les décisions politiques. Pour commencer, nous allons voir
quelques concepts relatifs à la thématique, comme je l'ai dit. Nous allons commencer par voir le concept de recherche scientifique, qui correspond, disons, à un ensemble d'actions, n'est-ce pas, qui sont entreprises en vue de produire ou bien de développer des connaissances scientifiques, bien entendu à travers, n'est-ce pas, une démarche méthodologique, rigoureuse et rationnelle. Cependant, cette recherche-là, elle ne peut pas être faite sans y associer un certain nombre d'acteurs. Il s'agit des politiques, des acteurs politiques, des décideurs politiques, il s'agit du secteur privé, de la société civile, des acteurs qui sont à la base, de la presse, etc., etc. S'agissant maintenant des acteurs ou des décideurs politiques, donc, c'est eux qui sont ou qui ont en charge l'élaboration, le contrôle, mais également la mise en œuvre des politiques de l'État, en s'appuyant bien entendu sur les résultats des chercheurs. Pour le secteur privé et la société civile, l'utilisation des résultats de la recherche a essentiellement pour objectif, pour ces deux acteurs-là, de rentabiliser leurs activités et de disposer, bien entendu, d'informations pour mieux construire des plaidoyers stratégiques autour des États, autour des bailleurs de fonds. Les acteurs à la base, quant à eux, constituent également une composante importante dans la recherche, puisque c'est à eux que les résultats finaux de la recherche sont destinés. Maintenant, une synergie de toutes ces composantes va permettre d'aboutir à des cadres de recherche participative qui permettront, n'est-ce pas, d'aboutir à des formes de production scientifique auxquelles participent aux côtés des acteurs toutes ces composantes. Par exemple, pour la co-construction, par exemple, de projets de conservation, la synergie de l'expertise de chacune de ces composantes est nécessaire dans toutes les phases de ces genres de projets. Je veux dire, par exemple, dans la phase de définition même des questions de recherche, des objectifs à atteindre, dans la phase de définition, de recherche des moyens qu'on va mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, la collecte des données, l'analyse des résultats. Donc, il y a, n'est-ce pas, une nécessité de mettre en œuvre toutes ces forces pour aboutir à des résultats de recherche probants. Alors, ces connaissances scientifiques qui sont issues de la recherche peuvent prendre différentes formes, diverses formes. Donc, ils peuvent être présentés, ces connaissances-là, sous forme d'articles scientifiques, n'est-ce pas, qui peuvent être utilisés par les décideurs, par les acteurs à la base, par la société civile, etc., etc. Ils peuvent être présentés sous forme de communication orale, présenter les résultats de la recherche de façon orale à un public un peu plus large, sous forme de rapports, sous forme de livres, de mémoires, etc., etc. Donc, il y a plusieurs formes, n'est-ce pas, que peuvent prendre ces connaissances. Alors, maintenant, là, on va parler maintenant de l'état de la recherche en Afrique de l'Ouest, sous forme de 3 principaux points. Donc, en ce qui concerne le financement, il faut noter qu'il y a une insuffisance, n'est-ce pas, des dépenses qui sont allouées à la recherche en Afrique de l'Ouest. En effet, les pays ouest-africains ont du chemin à faire, à parcourir pour atteindre un objectif qui a été fixé par l'Union européenne, à savoir de consacrer 1% de leur PIB à ce qu'on appelle les DIRP, dépenses intérieures brutes de recherche. Et le constat est qu'actuellement, selon le rapport de l'UNESCO pour la recherche, la moyenne en Afrique de l'Ouest, c'est de 0,4%. Alors, l'objectif, c'est d'atteindre les 1% du PIB. Néanmoins, il y a quelques pays qui sortent un peu du lot, qui n'ont pas atteint, mais qui se rapprochent de ce chiffre. C'est le cas du Mali, selon le rapport, dont le PIB est égal à 0,66. Il y a le Sénégal aussi, je pense, qui est autour de 0,54%. Deuxièmement, il y a un manque de chercheurs.
de façon générale, en particulier les femmes chercheurs. Il n'y en a pas beaucoup. Le constat est que les données disponibles semblent bien indiquer que un manque général, n'est-ce pas, de chercheurs en Afrique de l'Ouest. Bien qu'il y a des pays où on a un nombre assez important du moins, de chercheurs. Quand je prends le cas du Sénégal, en 2010, donc il a été recensé environ 5000 chercheurs, 4679 chercheurs. Donc, soit 361 chercheurs équivalents en temps plein par million d'habitants. En ce qui concerne les femmes chercheuses en Afrique de l'Ouest, le constat est que malgré les politiques encourageant la parité, donc leur participation reste toujours faible. Pour ce qui est de la production scientifique, donc l'Afrique de l'Ouest n'a pas autant progressé, n'est-ce pas, que le reste du continent. Donc la production demeure faible. La production, les publications scientifiques, ça demeure toujours faible. Et ça, c'est dû à beaucoup de choses, telles que l'absence de synergie ou de stratégie nationale de la recherche et de l'innovation, le faible taux, par exemple, de l'investissement en matière de recherche et développement, etc., etc. Alors, quand on prend maintenant les domaines dans lesquels les pays africains publient, donc, il faut dire que les travaux de recherche de ces États ouest-africains portent essentiellement sur les sciences, quand on regarde bien, sur les sciences médicales, mais également sur les sciences biologiques. Bien entendu que dans certains pays, comme le Nigeria, donc il y a eu à publier, n'est-ce pas, plusieurs articles dans le domaine agricole, selon le rapport 2008 et 2014. Alors là, on va parler maintenant de la relation qui existe entre la recherche et les décisions politiques. Donc, à travers le rapport qui existe entre ces deux composantes, on a comme l'impression qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une dichotomie entre ces deux entités. Et la première composante de cette dichotomie est surtout dans un cadre temporel. Donc, on voit que les décideurs donc, sont très pragmatiques, alors que les chercheurs, eux, ils sont académiques. Donc, ce qui fait que, donc, ils ont besoin du temps dans leur recherche, alors que les décideurs, donc, ont besoin de solutions immédiates. Donc, ces décideurs-là aussi, ils planifient toujours à court et à moyen terme, contrairement, n'est-ce pas, à la recherche qui demande du temps. Donc, les résultats, c'est à long terme, dans le long terme. Et les décideurs politiques, ils ont également besoin, n'est-ce pas, de réponses précises sur, n'est-ce pas, dans leurs préoccupations. Tandis que le chercheur, lui, il va avec prudence. Il nuance dans ses résultats. Donc, les décideurs également ont les bénéfices, je veux dire, de la recherche ne sont pas très clairs par rapport au niveau des décideurs. De même que les processus politiques également ne sont pas bien clairs au niveau des politiques. Donc, c'est vu cette divergence entre les décideurs politiques et les chercheurs, donc je pense qu'il y a lieu de voir ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une utilisation ou bien une meilleure utilisation de la recherche ou des résultats de la recherche par les décideurs. Et pour cela, il faut établir un contact qui est permanent entre chercheurs et décideurs politiques d'abord. Ensuite, voir comment est-ce qu'il faut faire pour prendre, n'est-ce pas, la politique de recherche, pour rendre la politique de recherche appliquée
plus pertinentes. Enfin, voir maintenant comment il faut communiquer et diffuser les résultats de la recherche. Donc, pour maintenant établir le contact du côté de la recherche, il faut diffuser, ou bien il faut une large diffusion des informations sur les projets de recherche qui sont en cours. Et pour cela, il faut inviter les responsables gouvernementaux concernés par la question de la recherche à des conférences, à des présentations des résultats de recherche, mais également par l'envoi de notes ou de résumés des résultats aux ministères qui sont intéressés par la question de la recherche, mais également diffuser la recherche, n'est-ce pas, aux agences gouvernementales, mais aussi au secteur privé, à la population, etc., etc. Du côté des décideurs, pour l'établissement du contact, donc il faut qu'il y ait un flux de communication dans les deux sens. Et les décideurs doivent informer, n'est-ce pas, le monde de la recherche universitaire des principales questions qui les préoccupent. Maintenant, comment faire pour rendre pertinente la politique de la recherche appliquée? Du côté des chercheurs, il faut impliquer les décideurs politiques dans la recherche. Si ces décideurs-là sont consultés au stade initial des projets de recherche, donc ils ont tendance à être plus ouverts et pourront participer activement, n'est-ce pas, à l'élaboration, n'est-ce pas, et à l'orientation des questions de recherche. Il faut également s'assurer que la recherche aborde, n'est-ce pas, des questions politiques pour le pays. Donc, du côté des politiques, donc, ils doivent impliquer les chercheurs dans les processus d'élaboration des politiques pour faire face à leurs besoins spécifiques. Et pour cela, il faut établir des partenariats où les décideurs, le secteur privé, les universités, etc., peuvent interagir et discuter des stratégies et priorités, n'est-ce pas, nationales en matière de recherche et de développement. Maintenant, comment communiquer les résultats de la recherche? Il faut s'assurer que les décisions politiques ou les décideurs politiques, je veux dire, comprennent. Pour cela, il faut les associer dès le départ. Donc, rendre les résultats de la recherche visibles, digestes, compréhensibles pour les décideurs. Et pour cela, il faut un langage croissant, n'est-ce pas, qui véhicule les résultats de la recherche auprès de ces composants. Il faut fournir également des recherches ciblées qui aboutissent à des suggestions qui peuvent être mises en œuvre par les décideurs. Il faut diffuser également les résultats de la recherche. Les instituts de recherche doivent développer, dans ce sens, une stratégie de diffusion des résultats de la recherche. Ce qui pourrait impliquer donc l'organisation de conférences dans les universités, dans les ministères, mais l'envoi régulier de notes d'information, n'est-ce pas, au niveau des ministères concernés par les questions de recherche. Il faut établir également un contact permanent avec les décideurs politiques. Il faut également une stratégie de communication qui doit également être définie, c'est-à-dire une stratégie de communication doit être définie, les formats utilisés, n'est-ce pas, pour diffuser les résultats de la recherche. Et enfin, pour terminer, je dirais, il n'est pas aisé, donc d'après ce qui précède, d'améliorer l'intégration de la recherche dans les politiques et pratiques de développement. Et le processus des politiques de développement, donc, sont eux-mêmes complexes, multisectoriels et non linéaires, et demandent une intervention pluridisciplinaire. Le développement des capacités requises pour encourager l'utilisation d'éléments fondés sur la recherche dans les politiques et les pratiques de développement
Donc, demande un effort au niveau individuel, au niveau organisationnel, institutionnel de la part de tous les acteurs qui doivent être impliqués dans la recherche et à qui les résultats des recherches sont destinés. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much for the very important presentation, and especially the conclusions at the end, and stressing on the challenges of the policy process and how non-linear and multifaceted it is. We're now, the floor is open for a couple of questions before our coffee break. Mashari Muliro, please, floor is yours. Yeah, merci beaucoup, Dr. Alioune, pour cette très bonne présentation. Ça a attiré vraiment ma curiosité. Parfois, j'ai anticipé des questions, mais au fur et à mesure que la présentation évoluait, vous avez été à mesure de répondre à toutes mes grandes préoccupations. Et là, je vais souligner les deux grandes préoccupations, beaucoup plus sur l'approche de communication. Parce que je me rends compte que la plupart des fois, les chercheurs, les scientifiques, nous avons toujours des jargons qui sont difficiles pour les preneurs de décisions, qui sont la plupart des fois des hommes politiques. Ça posait toujours beaucoup de sérieux problèmes. Et là, j'ai vu que vous avez opté pour une approche de communication simple. Ça répondait à ma première préoccupation. Et beaucoup plus, la deuxième préoccupation, c'était autour du volume du travail scientifique, parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de publications de 100, 200 pages, et connaissant nos hommes politiques, ils n'ont pas vraiment le temps de bien digérer ces informations et d'en faire une décision. Et là, vous avez opté pour une note d'orientation qui est beaucoup restreinte, peut-être de 2 ou 3, 4 pages maximum. J'ai vu que aussi vous avez donné beaucoup plus d'importance à ce que les scientifiques doivent faire pour s'assurer que les messages atteignent les mondes des preneurs de décision. Et là, je comprends peut-être parce que vous venez de la classe scientifique, mais je voulais aussi aller du sens de preneurs de décision. Comment se rassurer que ces preneurs de décision ont des capacités à faire usage de ces informations qui découlent de la science. Et beaucoup plus particulièrement dans les contextes africains, nous comprenons plus, nos preneurs de décision sont des politiciens, et nous comprenons comment la plupart des fois ils arrivent à cette chaise politique, c'est beaucoup plus avec leurs ressources financières. Et je voulais peut-être, je sais que vous ne pouvez peut-être pas avoir la réponse immédiate, mais réfléchir comment on peut se rassurer que nous ayons une classe politique bien outillée pour faire usage des informations scientifiques. Merci. Merci beaucoup, Mouliro, pour cette contribution. Il y a une question, comment faire pour que la classe politique qu'on s'assure que la classe politique a fait usage, n'est-ce pas, des résultats de la recherche. Donc, ça pose problème, c'est-à-dire comment évaluer, n'est-ce pas, la prise en compte des résultats de la recherche, n'est-ce pas, dans les politiques, dans les décisions politiques. C'est pour cela j'ai dit dans un slide, il faut créer des cadres de concertation permanents, des contacts permanents qui permettront, n'est-ce pas, je ne dirais pas de faire un suivi, mais de savoir, n'est-ce pas, à quel niveau, n'est-ce pas, les résultats de la recherche ont été pris en compte dans les décisions politiques. Donc, ce n'est pas une chose facile. Mais quand on s'y met et quand on crée ces cadres-là, donc, ça doit pouvoir permettre aux chercheurs, n'est-ce pas, de voir est-ce que des résultats des recherches sont pris en compte dans tel ou tel domaine par rapport aux préoccupations, n'est-ce pas,
des pays. Alors, pour l'autre question, c'est-à-dire la classe politique en général, c'est le constat. La majeure partie, ils ne sont pas très outillés scientifiquement. Donc ça aussi, je pense que c'est un problème, c'est un constat, mais avec l'accompagnement des chercheurs, de la recherche, avec la création de cadres, n'est-ce pas, permanents, l'association politique dans l'élaboration des questions de recherche, etc., etc. Donc, va permettre maintenant à ces politiques-là de pouvoir s'imprégner de ce que fait le chercheur et éventuellement, n'est-ce pas, de pouvoir intégrer les questions de recherche dans leurs décisions politiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. Oui, vous avez répondu à la question, mais peut-être, si vous pouvez peut-être un peu nuancer sur comment ils arrivent à cette position politique. C'est beaucoup plus, nous allons voir que peut-être c'est à partir de leurs ressources financières qu'ils mettent à la disposition. Est-ce qu'ils sont vraiment outillés pour quoi qu'on veut les associer dans les résultats de la recherche? Pensez-vous vraiment qu'ils sont bien outillés pour prendre décision? Pour prendre une telle décision scientifique? Je reprends la question. Allô? Alors, je voulais juste peut-être un peu de réflexion de plus de votre côté. Okay. Parce que connaissant notre classe politique africaine, la plupart des fois, nos politiciens arrivent au pouvoir parce qu'ils ont peut-être fait une bonne campagne sur base de leurs ressources financières. Et si tel est le cas, pensez-vous vraiment qu'ils sont en mesure de bien mettre en pratique toutes les informations qui découlent de la science? C'est là l'intérêt de ce que j'ai dit, c'est-à-dire il faut créer un cadre, n'est-ce pas, qui regroupe, n'est-ce pas, l'ensemble des acteurs qui sont concernés par les résultats de la recherche dans les politiques. Donc, créer ce cadre-là qui va permettre, n'est-ce pas, de les inviter à l'élaboration des questions de recherche, n'est-ce pas, à communiquer de façon très simple, de façon très digeste les résultats de la recherche. Vous avez parfaitement raison. En général, c'est des gens qui n'ont pas un certain niveau scientifique et qui, par tel ou tel moyen, parviennent à accéder à certaines positions politiques et sont censés maintenant même de dérouler les décisions politiques. Dans ce cas-là, il faut les accompagner dans leurs décisions à travers, n'est-ce pas, les résultats de la recherche, à travers les cadres, n'est-ce pas, qui seront mis en place pour pouvoir mieux les expliquer les résultats de la recherche. Thank you very much. I would like to, Cisse, I see your hand is up. Thank you, Nadim. Thank you, Dr. Fai, for this nice presentation. I would just like to ask if you can tell us a little bit about any practical examples from your institution where research kind of informs policies or management decisions. As we are talking about protecting sensitive ecosystems in Africa, we know ESR has been involved with wetlands in many projects trying to conduct research and bring together young researchers involved in things like formulation of coastal zone management tools, formulation of curricular elements. Can you share with us just a little bit? Merci, Dr. Adam.
pour ces questions-là. Effectivement, dans la présentation, je n'ai pas donné d'exemple par rapport à l'Institut des sciences de l'environnement, mais les exemples, il y en a beaucoup. L'ISE est en collaboration avec plusieurs structures telles que Wetlands, par exemple. On a beaucoup travaillé avec Wetlands, on a beaucoup travaillé avec l'ICN, on a beaucoup travaillé avec le Campus, etc., etc. Et quand je prends, par exemple, le cas précis de la collaboration entre Wetlands et l'ISE, bien entendu, il y a des exemples. Quand je prends le cas du projet Résiliency, le cas du projet PLIS, donc il a été demandé à l'Institut des sciences de l'environnement maintenant de renforcer la capacité des acteurs à travers, n'est-ce pas, l'élaboration de modules de formation, que ce soit dans le cadre du projet PLIS, également dans le cadre du projet Résilience. Et dans le cadre du projet PLIS, donc, les modules, ils portent sur, n'est-ce pas, les impacts des infrastructures côtières sur les écosystèmes côtiers. Et à travers ces modules-là, donc, on a essayé d'expliquer aux populations quels sont d'abord les types d'infrastructures qui sont installées sur la côte et qui impactent, n'est-ce pas, directement ces écosystèmes côtiers. Et quelle est la nature, n'est-ce pas, de ces impacts-là sur les écosystèmes côtiers. Quand on prend le cas du projet également, les modules ont tourné autour de faire connaître à la population, aux décideurs, etc., ce que c'est les herbiers marins. Parce que les herbiers marins, quoi qu'on dise, c'est des écosystèmes qui étaient jusque-là méconnus par même certains scientifiques. Donc, pour leur conservation, il était important maintenant que les gens cherchent c'est quoi ces écosystèmes côtiers, quelle est leur importance par rapport à l'écosystème marin de façon globale, quelle est leur importance par rapport à l'industrie, quelle est leur importance par rapport à l'industrie touristique, etc., etc. Donc, ça, c'est un cas d'exemple, n'est-ce pas, que la recherche l'Institut des sciences de l'environnement à utiliser, n'est-ce pas, pour mettre à disposition des connaissances de la recherche à disposition de ces populations. Quand je prends le projet de la collaboration entre ISE et comment dirais-je, l'USAID, donc il a été question également de faire une cartographie des zones de pêche, des petits pelagiques, etc., etc. À travers ça, donc, des connaissances ont été développées pour mieux aider les décideurs, n'est-ce pas, sur ces questions. Donc, il y a tant d'exemples, n'est-ce pas, au niveau de l'ISE, dans le cadre de ces genres de production de connaissances scientifiques, n'est-ce pas, qui sont utilisés par ces composantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas, Dr. Adam. That's all right. Thank you. You have. Thank you. Okay, maybe we're slightly over time again, but like just maybe one last question. Fatou Gueye, I will ask you to please try to be as brief as possible in your question, and Faye as well with the answer. But yeah, let's have another question. Please, the floor is yours, Fatou. Alors, merci beaucoup, Dr. Faye, pour cette présentation qui a été très claire. Vous êtes revenu sur les problèmes de la recherche.
C'est un peu saccadé là. Le non-partage des données entre les instituts aussi. Ça, c'est un grand problème. Parce que quand on parle peut-être d'herbier marin, peut-être il y a des instituts à côté qui ont travaillé sur ça. Et il y a des données qui existent, je le disais hier. Et je me dis que tout à l'heure, on me demandait si je connaissais Dr. Faye, si j'ai vu beaucoup de documents, mais malheureusement, je ne vous ai pas vu en personne. Pour dire que même entre les instituts, ça pose problème. Et donc, quand nous, entre nous, l'information ne passe pas, donc je me dis que est-ce que ce sera facile aussi de faire passer l'information au niveau des autorités? Donc, je vous remercie pour la présentation. Voilà, vous avez raison. En tout cas, il y a, je dirais, manque de communication entre les chercheurs eux-mêmes. Donc, le problème actuellement, c'est que, en tout cas, la tendance, c'est qu'il ne peut plus y avoir de cloisonnement en matière de recherche. Parce que les questions de recherche, elles sont transversales. Donc, ça demande une multidisciplinarité. On ne peut plus, n'est-ce pas, se cloisonner dans son labo avec sa spécialité pour aborder, n'est-ce pas, complètement une question de recherche. Donc, ça, effectivement, c'est un problème. Donc, ce problème-là, donc, il doit être réglé entre chercheurs, n'est-ce pas, pour que les recherches, les résultats de la recherche, n'est-ce pas, qui vont en découler, puissent être mieux ingérés par les politiques, mieux être prises en compte, n'est-ce pas, dans les décisions politiques. Je suis parfaitement d'accord avec vous. I think Dr. Fahim is maybe facing some technical problems. Dr. Fahim? Allô? Yes, I can hear you now. Est-ce que vous m'entendez? OK. Yes, donc je disais yes, que I can hear you now. J'ai terminé en disant que je suis parfaitement d'accord avec Dr. Gueye. Donc, il y a un manque réel de communication entre les chercheurs, ce qui n'est plus possible vu la tendance actuelle, n'est-ce pas, qui est de, comment on appelle ça, de décloisonner en tout cas la recherche, de faire en sorte que les questions de recherche soient abordées avec pluridisciplinarité. Et actuellement, quand vous regardez à l'Institut des sciences de l'environnement, c'est ce qu'on prône. Par exemple, quand on recrute au niveau des masters, donc on recrute au niveau de toutes les facultés. Donc il y a toutes les spécialités au niveau de l'Institut des sciences de l'environnement. C'est dire que donc, les questions de recherche, donc, c'est pluridisciplinaire. Donc il faut les aborder de façon transversale. Donc je suis tout à fait d'accord avec. Thank you so much, Dr. Faye. And you can already see the positive feedback in the chat. Really appreciate your input and insights. And I really appreciate everyone who contributed with questions for enriching the discussion. A slight disclaimer, please, especially with the speakers, because sometimes it's not clear with the name, what's your professional title, if somebody is a doctor or not. So please forgive me for this, but I take it that we're also having a bit of a less formal discussion. Now it's time for a coffee break. Would it be okay if we reconvene in 15 minutes to try to recover a little bit from the from being over time, or do people need the full 20 minutes?
Yeah, okay. Then let's meet in 15 minutes and we take it from there.
Nadim, I think we can restart. Can you hear me, Nadim? Yes, definitely. Hello and welcome back, everyone. We would like to proceed with our presentations and esteemed speakers. The presentation right now is going to be on the effects of cooperation and different characteristics of marine protected areas in a simulated small-scale fishery. And the speaker is going to be Kwabena Awuso. I hope I said the name correctly. It's okay. Yes, Mr. Awuso, please. The floor is yours. Okay, thank you. Let me share my screen. Please let me know if yes, I can see it. Okay. This hope. Okay. So my name is Kwabena Efriye. Once again, thank you. Good afternoon. Kwabena Efriye Owusu. I'm a postdoctoral fellow at the African Institute for Mathematical Sciences, which is a postgraduate network center for training mathematicians, and which seeks to produce the next Einstein. And I'm also a scientific coordinator for a project that seeks to define socially inclusive strategies for conserving fish functional diversity in Senegal. So I share with you a previous work on effect of cooperation and different characteristics of marine protected areas on a simulated artisanal fishery. So the marine fisheries are, as we agree, critically important source of food, nutrition, and employment for millions of people. However, as the global population increases, new and expanding pressures are created on these fish resources. And over the years, marine protected areas have been promoted as a valuable tool for rebuilding or maintaining the fish stocks around the world. So these marine protected areas of the fishery that are designated as a no-fish zone. Others call it marine reserves or no-take zone. So, but the success of MPAs or marine protected area depends on their particular design, and their effectiveness is often an object of contentious debate in both the scientific and the political arenas. For example, debate about whether a single large MPA is more effective than several smaller ones of the same area, or whether closely spaced MPAs are more effective than distantly spaced MPA remain contentious, and people keep debating about that. And so for this study, together with my colleagues, what we did was to develop a new agent-based model that captures the main characteristics of an idealized small-scale fishery. And then we use this model to investigate the combined effect of different fishing strategies, which are expressed by the cooperative traits, and different designs of marine protected areas on fish abundance and catch. These different designs include the presence and absence of MPA, the size of the MPA, the age of the MPA, and the distance of MPA, which I'll talk about later. So what are the impact of this on fish abundance, on conserving the fishery, and as well as catch, to also increase catch, because you always want a win-win scenario, a case where the fishery is conserved and the fishermen are also, the catch of the fishermen are not reduced in order to avoid any dissatisfaction among the fishermen. So first, I would like to give a brief definition of what an agent-based model for those of us who are not. So the ABM, agent-based model, for short ABM, involves modeling systems of computational objects called agents, which are often situated in space and time, and who interact and influence each other, learn from their experiences, and adapt behaviors
to become better suited to the environment. So therefore, a typical ABM consists of agents, a set of agent relationship, and a set of agent-environment interaction. And the potential of ABM lies in its capability to unpack complex patterns from interaction of individual agents. And this non-trivial collective behavior that characterizes agent-based model is what makes it an important tool for understanding many complex systems, non-linear complex systems, such as the fishery. Because the fishery have the ecological, the socio-economic aspect. These are so it's a valuable tool for studying this interaction in the fishery. And now to the fishing, how we model this fishing ground. So the fishing ground of our ABM is simulated as a finite two-dimensional space, which comprises of fishing agents, which is the fishermen, you can call the fishermen, but because we use the agent, we prefer the term the fishing agents, which are marked with circles, and fish agent, which is the fish, which are the green triangles. So these two agents, the fishing agents and the fish agents, which is the fishermen and the fish, are randomly distributed on this fishing ground, on this finite two-dimensional space. And the different colors of the fishermen, the fishing agents, reflect their cooperative traits. I'll talk about that later. Now, the marine protected areas are simulated as a no-take sub-region of the fishing zone. So when you look at the second panel, the area bounded by the solid black line is the marine protected area, wherein fishing cannot, the fish can move inside this aspect, but agents cannot fish within this boundary, this marine protected area. And the key characteristics of the marine protected area, we look at the size, which are expressed as the percentage of the total fishing ground, the age, which is the time we allow the MPA to be in place, this marine protector to be in place, and the distance. When we want to consider two MPAs, the distance between them, so we look at that because we wanted to also look at whether closely or distantly spaced are more effective. Now to the fish. So how the fish will produce. The reproduction of the fish agents is simulated according to a logistic type growth restriction. So we have, this is a logistic type growth, we have the number of fish, the carrying capacity, and the intrinsic growth rate. And so therefore, every time a fish agent is randomly picked, a random number is selected between 0 and 1 and compared to this reproduction rates. If this random number is smaller than the reproduction rate, then reproduction occurs. That is, a new fish agent is added to the fish population. If not, then reproduction does not occur. We use this formulation to ensure that as the number of fish agents increases and approaches the current capacity, then it becomes less likely that new fish agents are born. Because if we don't have a restriction, then the fish agent will continue reproducing and will explode. And this will can affect our computational capacity because we are limited in a way. Now, how these fish move. So we wanted to simulate the movement as a school of fish. And so based on previous studies, the direction of the movement is simulated using 3 sensory zones around the fish. If you take this dot as a fish, the first zone, immediate zone, is what we call the repulsion zone. The next is the para orientation zone, and the following one is the attraction zone. So the repulsion zone reflects the fact that fishes in a school generally do not collide. And the para-orientation zone reflect the fact that fishes in a school always maintain a preferred distance. You see, if you look at the school of fish, there's always, these are well-studied distance between them. And the attraction zone are a point where the fish has to move to get closer. So fishes, depending on the nearest neighbor fishes, will decide how to adapt their direction, whether the nearest neighbor is in the repulsion zone or the attraction zone or the para-orientation zone. In the event where no fish is in any of these zones, a fish just to choose a random direction. And with this, we're able to simulate this the movement of a school of fish. Now to the fish agent, the fishing agent, the fisherman or the pirogue. So each fishing agent is characterized by a cooperative trait over a scale of 5 values. So we have a cooperative trait ranging from fully cooperative to fully non-cooperative. And a fish agent belongs to one of these cooperative traits. These cooperative traits are associated with fishing efforts, such that fully cooperators exert the lowest efforts and the fully non-cooperators exert the highest fishing
fishing efforts. And this relationship is based on previous work that says the relationship between the cooperation and effort is based on the previous work that reflect the fact that a high preference for immediate gain, that you have a very non-cooperative fisherman, is associated with a higher fishing efforts, whereas a low preference for immediate gain, which are the cooperative behavior, is associated with the lower fishing efforts. About we ran this experiment for 3 cases of cooperation. The first is the high cooperation, the low cooperation, rather, where you have a greater proportion of the fishing agents being non-cooperative as compared to cooperative. So for low cooperation, we ran it such that the distribution of the fishing agent is that 30% of the fishing agents, the fishermen, are fully non-cooperative, while only 10% are cooperative. And then we also ran another one for different distribution where we have equal share of, because we wanted to check the distribution of the fishing agents such that both the fully cooperative and the fully non-cooperative, we have equal fraction percentage of them. And of course, the high cooperation where we have high percentage fully cooperative representing almost 30% and fully non-cooperative representing 10%. So this distribution will suggest simply that if you run the experiment with MPA for high cooperation, what will happen if you have agents which are more or less the same in terms of cooperative behavior, what happens? And when there is a low cooperative, most of them are look what really happens. Now, how these fishermen, fishing agents fish. So we use the simplest, the SGHAIER model. So the harvest rates of a fishing agent is described according to the SGHAIER model, where Q is the catchability coefficient, which specifies the efficiency of the fisheries, that's the catch per unit efforts. The EK, this parameter reflects the cooperative trait of the fishing agent. If it's a non-cooperator, then we expect this to be much higher. And if it's a cooperator, we expect this to be much, much lower. And the N prime represents the neighborhood, the number of fish in its neighborhood. So fish cannot, this fishing agent cannot just harvest anywhere. They can harvest from a fixed neighborhood, which represents the area that their net can cover. So if there are indeed fish in this neighborhood, then it can harvest that. And with the movement of the fish, we model this such that fishing agents always move towards the direction of another fishing agent that has the greatest catch. Because the fishermen always discuss and they always try to mimic the behavior of those who are doing well. And so if fishing agent is such that they move in the direction of another fishing agent who is doing well in terms of having greater catch than them, if it happens that there is no other fishing agent that has a greater catch, then it just chooses a random direction. So this is basically about the model. Now, using this model, we carry out a number of numerical experiments, but I would like to share 2 of them with you because of time. So the first numerical experiment seeks to examine what is the impact of the presence or the absence of MPA under different cooperation level. So we examine the impact of establishing a single MPA on fish abundance and catch. And we consider 3 cases of cooperation, like I mentioned, the low cooperation, intermediate cooperation, and the high cooperation, and 2 fishing ground management configuration, that is with or without MPA, the absence or the presence of MPA. So in total, we tested 6 combinations, and to account for the stochastic nature, because it's a stochastic model, we ran 4 replicate simulation for each of the case. And for this numerical experiment, we considered an MPA that covers 15% of the fishing ground. And we analyzed the result using a 2-way mixed ANOVA with the cooperation levels and the management configuration as the independent variables, and the fish abundance and the catch as the response variables. So the results for the numerical experiment 1 is this. So this figure shows the temporal dynamics of fish abundance, the first panel of fish abundance, and catch, resulting from different cooperation levels and the presence or the absence of a single MPA. So the blue colored are for low cooperative, low cooperation case. The green are for the intermediate cooperation case, and the orange are for the high cooperation. And each line you see is an average of 4 replicate simulations. And the box plot you see shows the variability of these 4 replicates
for both fish abundance and catch. So the empty boxes and the dash whiskers are simulations without MPA, while the solid lines with filled boxes are for simulations with MPA. So without MPA, the empty boxes and the filled one are with MPA. And if you look at this figure, you realize that, so for different cooperation levels, so for low cooperation, you have the blue, the intermediate, the green, and if you look at this, you observe that with an MPA, both fish abundance and the catch are higher under all cooperation levels than without MPA. So with MPA, if you compare these two blue lines, I mean the MPA, the presence of MPA, I mean in terms of the temporal dynamics show that it shows a greater fish abundance, and the same for intermediate as well as for that. Of course, it's even clearer here when you look at the box plot. So those with MPA, greater fish abundance than those without MPA, and the same for the catch if you look at it. And similarly, as we increase the level of cooperation, it leads to higher fish abundance and catch. As we transition from low cooperation to higher intermediate to higher cooperation, it leads to higher fish abundance and catch. And catch. And interestingly, our results also show that the case of high cooperation without MPA, so we have a case of high cooperation without MPA, leads on average to the same fish abundance and catch as the case of intermediate cooperation with MPA, which is quite interesting. And the case of intermediate cooperation without an MPA leads on average to the same fish abundance and catch, the same pattern here for low cooperation without an MPA. And this observation, the two-way mix ANOVA show that these patterns are statistically significant, so it's just not that. The second experiment, we examined the individual effects of the different characteristics of MPA. So we investigated. Doctor, I'm sorry to interrupt. This is just like the 4-minute mark. So okay, no problem. Okay, so we investigated the separate impact of MPA size, MPA age, and the distance between MPA on fish abundance and catch. So we vary the size of the MPA. We also vary the distance between MPA and age of the MPA, and look at the impact of fish abundance and catch. And these are the results. So we realized that as we increase the size of the MPA for all cooperation levels, it leads to greater fish abundance. But the same pattern is not observed for catch. For catch, as you increase the size of the MPA, it leads to increase in catch up to when the MPA covers almost 60% of the fishing ground, beyond which fish begins to decline. And this is very dangerous because you want to accomplish the both conservation goals of increasing, conserving this fishery, and at the same time, not affecting the catch of this. So to get a win-win scenario by this model, increasing beyond 60% can lead to a decrease in catch, and which can create this dissatisfaction and protest among the fishermen. Increasing the size, we did not find any effect on fish abundance and catch, and the age produced a slight increase in both fish abundance and catch. And we also checked the sensitivity of this model so we increased the standard parameters by plus or minus 50% just to see how this affects this result using this sensitivity index. And the result indeed shows that the effect becomes less pronounced as we transition from low cooperation to higher cooperation. And the parameters that shows the greatest impact consistently on our simulation are the catchability, the intrinsic growth rates, and the number of fish agents. Lastly, another important parameter in our model is the initial number of fish. In our study, we use only 200 fish agents as an initial standard condition because this allowed us to perform many different experiments over a reasonable number of time. So we therefore explored the sensitivity of the model to different initial number of fish agents. And so we compared the 200 to 2,000 fish agents to 20,000 fish agents. And the analysis showed that the results are quantitatively is different, but qualitatively the same. Specifically, the presence of MPA produced higher fish abundance and catch. And also for higher cooperation levels produce higher fish abundance and catch with MPA than without an MPA. So our findings support the concerns raised by earlier studies that shows that effectiveness of a marine protected area is reduced without any additional measure of restraining effort outside the reserve. And our aim is not to pin down the exact trajectories of fish abundance and catch
produced by the different management scenarios, but rather to provide a qualitative insight on the most plausible effects that such scenarios can produce with a model of minimal complexity. Despite the simplicity of this ABM, it provides insight on the plausible effect that combination of different MPE designs and human cooperation strategies can produce on an overexploited small-scale fishery. And we believe that when this model is appropriately adapted with a realistic fishery-specific parameterization, it can constitute a valuable tool for evaluating the impact of different management strategies. Thank you. Hello. Thank you very much, Doctor. Very, very insightful and important presentation. And thank you for the empirical work and presentation as well. Do we have any questions or further comments? We can have a couple if we have. Otherwise, we can also move on. We are okay. We have a question. Omar. Yeah. Please. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Donc, moi, je suis Dr Omar Sadio. Je travaille à l'IRD. Et le sujet m'a beaucoup intéressé parce que j'ai fait ma thèse sur l'efficacité des aires marines protégées comme outil de restauration de la biodiversité et d'amélioration de la pêche. Et donc, j'ai obtenu quand même des résultats qui ont montré ce phénomène d'attraction quand on crée une aire marine protégée, donc un phénomène d'attraction des poissons, donc une augmentation de la biomasse, de l'abondance des espèces à l'intérieur de l'AMP. Mais là où on n'a pas véritablement eu de résultats très, très clairs, c'est l'amélioration de la création des aires marines protégées sur les activités de pêche autour des AMP. D'accord? Et donc, à travers le phénomène de spillover, donc le phénomène de débordement des poissons. Donc, on a constaté à travers le monde que quand on crée une aire marine protégée, 1 an ou 2 ans après, on voit les pêcheurs venir pêcher aux alentours de l'AMP pour avoir de bons rendements. Et j'ai vu que vous avez travaillé donc sur ce modèle-là pour voir un peu l'impact de la création de l'AMP sur les captures de pêche artisanale autour des AMP. Maintenant, on dit que l'effet spillover, donc l'effet de débordement, on le sent jusqu'à un rayon de 5 km donc, de l'entrée de l'AMP, donc la superficie donc, de l'AMP, des périmètres de l'AMP, donc à 5 km. Quand donc vous avez fait votre modèle, à quelle distance vous avez développé votre modèle? À 1 km du périmètre de l'AMP ou à 2 km ou à 5 km? Donc c'est ça que je veux savoir un peu. Quoi. Merci. Okay, so if you could summarize this in English for me, Nadim, then I can, because hello? Hello? May I, Nadim? No. Can you, sorry. I was actually trying to like text privately now because I'm using the English translation as well. And I think the interpretation, there is a technical issue right now. Okay. So okay. We'll just check that. I actually don't have that. I don't know how to assess that. Hello? Interpretation. Yes, I can. Yes. Oui, en fait, je veux être un peu plus simple. C'est-à-dire quand vous avez développé
Yes, votre modèle. Quelle distance vous avez choisi? C'est-à-dire, oui, par rapport à voilà, voilà. Parce qu'on dit que l'effet spillover, ça se fait sentir jusqu'à un rayon de 5 km. Oui, yeah. Hello? Yeah. Hello? Hello, are you there? Yeah, I'm here. But Was the I'm question not... clear? Sorry, was the comment clear? Yes, but I'm not assessing the how to get the interpretation. So I was asking if you could just summarize it for me, then I Dr. Also, if you're trying to speak, I cannot hear you. Can you hear me? I'm not sure if can other people hear? Maybe I want to know if it's the problem in my computer or generally. I can hear him. You can hear. Okay. I hear you. So you can hear. Yeah. So if you could give a summary of the question just in English, then I can answer, because I'm not good in French. Ouais, je disais, quand on crée une aire marine protégée, Let me come. Kwabena. Yeah. The interpretation button, is it active in your computer? No, I don't even have access to it. I see interpret tab, but I don't see. Oh, okay. When you click interpret, you will see English or French. You click on English. Oh, I see. Okay. I think I've done that. Can you hear the interpreter now? Yes, I can hear you now. Yeah. Voilà. Thank Donc, you, c'est bon? C'est bon? OK, donc je disais, quand on crée une aire marine protégée, donc on s'attend à deux phénomènes. Donc, un phénomène d'attraction des poissons, OK, et puis un phénomène de spillover, donc un phénomène de débordement. Donc, c'est ce phénomène de spillover qui permet aux pêcheurs qui pêchent aux alentours des AMP de faire de bons rendements. D'accord? Mais on dit que ce phénomène de spillover se fait sentir jusqu'à un rayon de 5 km, donc à partir de la frontière, de la périphérie de l'aire marine protégée. Donc, quand vous avez fait votre modèle, vous avez parlé de distance. Donc, quelle distance vous avez utilisée, soit à 1 km à la frontière de l'AMP, ou bien à 2 km ou 3 km? C'est ça que je veux savoir. Oh, okay. Thank you. Okay. So, hello? Hi. Okay. Okay. Yes, we can hear you, please. Yeah. I agree that if normally with the implementation, if you have the implementation of MPA, the fishermen fish close to the border because there is a spillover, and that is that. But for this study, for the sake of generality, the unit of the model is defined in abstract terms, so that distances are expressed in lengths, which are fractions of the area of the area we considered, and the time is expressed in model time steps. The specific values of the value of the parameters we use are chosen to be adaptable to a real case scenario and according to consistency of argument. For example, all parameters related to lengths, that the speed of the agent and the radii of interaction, are scaled to the size of the fishing ground, which are consistent with small-scale fishery in West Africa. For example, the speed of the simulated pirogue of the fishing agent is almost 0.3 lengths per time. And since the fishing ground is set to, our fishing ground was set to 2 meter square, it follows the virtual pirogue. It follows that this pirogue can cover 21% of the linear distance on the fishing ground in a model time step. Pirogues in general of small-scale fisheries operates on an average speed of almost 72 kilometers per day. And if we consider a fishing ground of, the exclusive economic zone of
Senegal. It's almost 158,000 kilometers square, corresponding to the exclusive economic zone of Senegal. Then it means a real period can cover 18% of a linear distance. So although we did not, it's the parameters in abstract terms, in terms of the ratio, the scaling is the same. We did not use the actual parameters, but the scaling is the same. And so the speed of the fish or the distance are in terms of what do you call it? Length, in terms of length. So it doesn't really reflect. If I say zero, if I say a speed of 0.3, I mean length per unit time, specific to the fishing ground we considered. So I cannot doesn't mimic the real scenario at an exact value in quantity, but qualitatively is the same. So for example, we had a speed of the fishing agent of 0.3 length per unit time of the fishing ground, which reflect that it covers 18% of 18% of the fishing ground per day. So I cannot really give you the exact. We didn't use the exact, but we use parameters which scale directly to what is happening in the fishing ground. For example, in Senegal. In Senegal, I don't know if that answers the question. Thank you very much. I think it would be great if we move on to our next speaker. Thanks a lot, Doctor, again, and thank you for the questions and the discussion afterwards. To everyone, our next presentation is going to be on hydrometeorological services in Africa, challenges and opportunities. And our speaker, please help me welcome Masharu Moliro Karabin, please. And I hope I did not butcher the name. The floor is all yours. Hi, Nadine. Hi, everybody. Yeah, you managed to spell correctly my name. I have a very bad internet connection. I would like to ask Adam if you are in a position to share my screen, and then I will do the presentation from here because I'm on mission and the internet here is very bad. Sorry, can you repeat again? What do you need to do with the screen? I was asking Adam, because I shared my presentation with Adam, if she's in a position to share the screen of my presentation, because I'm in the field and I have a very bad internet connection. Yeah, we're getting a positive response. Okay, thank you. Meanwhile, I can start by presenting myself. My name is Mashauri Moliro. I'm a disaster risk management specialist at the World Bank. I'm based in Kinshasa. Yeah, thank you, Adam. So you can maybe go to the second slide. I'm presenting about the hydrometeorological services in Africa, challenges and opportunities. This is particularly based on the fact that for the last 2 or 3 years, I've been working on the hydromet agenda in Africa. And I wanted just to share in a nutshell some few elements, some of the challenges that we are facing and the opportunities that the hydromet agenda is bringing. So maybe to start by the definition in that hydromet services, this just involves all about the observation and the forecasting of weather and water. But so when we talk about the hydromet services, we are looking at 3 important components, and that is the water. We are looking at the weather, and the 2 also has to do with the climate change. And why? Because it helps the government to provide relevant and timely climate information and to support the decision making and development in a nutshell. So the hydromet we are talking about here is not just about the observation and the forecasting capabilities, but you are trying to look at the hydromet value chain. This includes the observation and monitoring of the weather and water parameters, also looking at the capacity to do data processing, to analyze, to conduct modeling, and also we look at the services that are emanating from this. And when you look at this, there are so many other service connects that are linked to this, and that's all about the dissemination of information, the early warning system that is coming from the
the National Meteorological Services, you are looking at the need in infrastructures, you are looking about the support, the electricity supply, in the ICT requirements for it. You also need to look at the education and training needs in terms of capacity development, because we'll come to it. This is one of the areas that the continent is staying behind on in terms of capacity, in terms of training, and also research and development, and they're all about the different line ministries involved in either in production or consumption of hydromet information. Next. So I don't know if, okay, yes. So I wanted just to get some time to look at this picture, and clearly this picture is giving a good situation of the African context, in that you'll see we have very, very few stations. And this situation is even better because here we are showing, the map is showing that where the stations are. And the reality on the ground is that most of these stations we are seeing in Africa, they're not even working, most of them. I would say maybe about 40 to 50% of the stations that are presented here are not operational. Some have been vandalized due to conflict. Some are not operational because of it's a difficult situation to have repair, to have a spare part for this, to make this station operational. Some other stations are not working at all. So that's a shared situation across the continent, and it's in a very bad situation. It becomes so difficult to have a very clear understanding of the climate change or climate variability. It's become very difficult for governments to make comprehensive planning without such information. So next. Why is the hydromet agenda important? We all understand that we can't do quite a lot without a very good understanding of hydromet parameters. And here I just identified few sectors. In the case of infrastructure, for example, for the development of the planning of hydroelectrical dams, we need accurate data on water. We need accurate data, hydromet data on road construction. The same on irrigation. We need such information. And about transport, if you want to develop, you need to plan, if you want to put in place navigation and transport agendas, you also need such kind of information that is very relevant for the understanding of climate change, climate adaptation, and climate mitigation. Hydromet is at the center of the discussion. And also, more importantly, when you want to deploy early warning system, when you want to put in place a early warning system, maybe against flood, against drought, against severe weather, any other severe weather events, we need such kind of information. So in a nutshell, hydromet services are very important. And some of the publications have shown that for $1 invested in hydromet, it gives a return of between $5 to $7. So that shows exactly why it's important to invest in the hydromet services. Next. So this picture is trying to just to highlight the importance of hydromet services. Like, we need such information when we want to develop the navigation sector. In terms of also energy supply, we need such information, especially for the hydroelectric dam that I've said initially. We need such such information. But also when we need to cope with extreme climate changes, that is either drought or flood or even storms, we really depend on such information. And generally in Africa, we are facing such a problem. And it's not just about the coping with the disasters, but also the hydromet services are very relevant in the agricultural sector, especially when you have to deal with the damage caused by floods, or you need to look at how best you can cope with the changing season, and trying maybe to push forward for
different crop variety in a specific area. Such information is very relevant. Next. Yes, maybe you can take 1 minute to look at the picture before us. You'll realize that picture speaks for itself. The first element that you can see in that, look at the staff, and that's mostly across the region in that the hydromet services, beyond the hydromet services, we will find in this different station that we have generally elderly people about to go on retirement, or they should be going on a retirement. I remember a specific case of hydromet service, national hydromet services, where they're talking about 65% of the staff are beyond 65%. I mean, they are 65% older and made for retirement. So in real sense, is that the sector itself is not attracting. It's not attracting the young professionals. Why? Because apparently one of the reasons is that the budgets. This institution is not benefiting from the national government budget. You realize that either the sector is not funded at all, or you find that it's not given the proper budget. And this one of the reasons we are having this situation is that this is a sector that is considered a bit more of consuming, not generating. And that being the case, the sector somehow is not a priority when we are trying to put in place some planning. I'm seeing some, just a second, see what is happening. Okay, somebody's asking me to slow down for interpretation. Okay, thank you. So slowing down is great, but this was I think this was before for the speaker before you, for Mr. Also. Okay. But slowing down, yes, is important for everyone, for the interpreters. Okay, thank you. So as you can see this picture, as I was saying, the first element, the staff are all of them are meant for retirement. We are not seeing any young person seated behind them, and this is a true picture that I took myself. So that's more of an interpellation and also a concern I wanted to share with the young professional among us. So the second point is that you can see that the second element is that we can see that the technology, they are not up to the technology. They are still having their archive on papers. It's still analog, whereas such information is very important, and properly archived. Maybe a data rescue initiative could be undertaken to ensure that such information is important, more particularly for people who want to look at long-term changes in weather. So such information is very relevant, and it requires money. The other challenge we are normally facing is the low institutional capacity. It becomes so difficult to train such people who are meant for retirement. It does not add any value to train somebody who within 1 or 2 years is going on retirement. It becomes a problem. Difficult to know how best we can increase the capacity of national hydromet services across the region. And also, they have specific challenges in that technologically they are challenged, they are elderly, so that's a serious concern we need to take into consideration. And the second last challenge is more linked to the legal or regulatory framework. This is something that Dr. Alioune mentioned about in his presentation, and it's the same situation here because without a legal framework, it becomes very difficult to push for specific priorities at national level. So there is need to ensure that we have maybe hydrometeorological laws, meteorological law, disaster risk management law to ensure that some of these issues are taken with the seriousness that they deserve. And the other question, the other concern is
the operation costs associated with the hydromet services. Yes, this station, you realize that some of the stations, they are installed. I'm getting some noise, I don't know where it's coming from. Yeah, so I was saying this the hydromet services have to cope with high operational costs for the transmission of data, for the equipment, for the monitoring of the weather on a day-to-day. It's an intensive activities, require a lot of human resources, but it's also require a lot of financial resources. And in most cases, you realize that this is something that the national hydromet services across the region are not having. It's a sector that is, quote unquote, abandoned to itself. And that's a serious concern. There's a report that will be published by the World Bank, I think by June or July, that highlights some of these challenges across the region, because I'm just trying to pick some of the elements that will appear in the main report that will come out, maybe, I don't know, maybe in a month's time. Yeah, so in a nutshell, those are some of the few challenges. There are many. I wouldn't put everything there, but we can go to the different opportunities that's coming with the hydromet services. Next. Yes. Luckily, it's only recently that the hydromet agenda is under discussion, and a lot of funding now is coming. Is being mobilized. The need is still there, but at least we can see that there is from donors. We are seeing a lot of resources, at least coming in terms of equipping the national hydromet services. These are very important because we need to have in situ data if you need to be in a better position to do more accurate forecasting and to predict the situation, and also to be prepared against any extreme weather events. So another area that is benefiting from the different donors is the deployment of early warning systems across the region. You can see that in countries now you're having maybe a flood early warning system, we are having drought early warning system, storms early warning system, even fire. So this is a very important, this is something that was not there because it requires resources. Another sector that is growing is in risk transfer. And when I talk about risk transfer, it's more of a risk treatment. You understand that there is a risk and you need to treat that risk. And one of the many ways of treating the risk is transferring the risk. And this particularly seen in Africa, and I will highlight the African Risk Capacity, which is an African Union-led initiative trying to transfer the risk. They started with drought, and now they are moving into flood, and then maybe storm across the African region. So that's one very important. But at national level, also we are having different risk transfer mechanism, like the agricultural risk insurance that is in place, trying to cushion, to prevent the farmers against drought and the like, against also flood and the like. So that's also one area that is growing in the hydromet agenda. There is also a sense of regulatory framework strengthening and different partnerships, the signing of different memorandum of understanding between line ministries, more particularly in the context of sharing of data. Because here we have different institutions that produce data. You look at the meteorological agency, you look at the hydrological agency, you look at the Ministry of Agriculture, and so many other ministries that have their own station, they are producing data. And we need to ensure for the need of having a national network, hydromet network, there is need to have different memorandum of understanding all about sharing such information, sharing data, but also
there are those line ministries, institutions that are consumers of the information. In the case in point, like the civil protection unit, that depend on the hydromet data to be in a better position to establish, to deploy an early warning system and to prevent the community against any extreme. Or the Ministry of Agriculture that need to have accurate data in order to plan for the agricultural, the farming calendar. So that's one other area that is growing. And then in terms of forecasting capacity, because technologically the national hydromet systems are hydromet services are far behind in terms of technology. There is strengthening is also addressing issues to do with training. And as I said earlier, it becomes a serious problem when you want to train people who are about to go on retirement. So this is some of the things that we are discussing with different national hydromet services to see how best they can recruit young people, and so that these young people could benefit from such training. Yeah, so we have different centers like AgriMet, like ACMAD in West Africa region, and this already is something more of a starting point, and we ensure that we'll continue this agenda will continue to grow. Yeah, and WASCAL as well, because WASCAL is also a great initiative. Lastly, is about the few partnership we are having, public-private partnership that is starting to get shape, and we believe with time this will grow and grow and grow, because like the African risk capacity is more of I wouldn't say public-private partnership, but there is a dimension of the partnership into it, because they have a product that's more appealing for the public-private partnership. Yeah, and we're also having different partners involved mostly in risk transfer at national level, like the insurance companies trying to develop different products to cushion the community, either the farmers or the livestock keepers against drought, against flood. So these are one of the few examples of PPP that we should embrace. But also we are trying to see there is a growth in research. There's a growth in research in relation to hydromet services. Somebody has already mentioned it, and that is Dr. Alioune, when he said that women, the representation of women is still low in research, and that's still the same situation in the hydromet agenda. So in a nutshell, maybe next slide. The next slide, I wanted just to highlight some few initiatives that are ongoing. The first one is the CRUISE. The CRUISE is Climate Risk and Early Warning System. This is an EU-led initiative to establish early warning system, climate-related early warning system. Mulero, sorry to interrupt. 2 minutes. Okay. Please. In fact, I need 1 minute. Yeah. Perfect. So yeah, there's also the African Hydromet Program. This is a World Bank-led initiative trying to advance the hydromet agenda in Africa. We also have the African Risk Capacity. I've already mentioned it. This is African Union-led initiative in partnership with World Food Program for risk transfer. And here we're talking about the drought and flood risk transfer. There is global framework for climate services. This is WMO World Bank-led initiative. There's also building disaster risk resilience in Sub-Saharan Africa, which is a World Bank and EU-led initiative. There is the SOF, Systematic Observation Financing Facility. This is a facility under implementation, not under development by WMO, to ensure that there is some funds allocated for observation, the acquisition of equipment, and to bridge the gap in terms of the need in equipment. And then there is the JEF that everybody, I think, in this platform know about. So in a nutshell, that's the current situation of the national and the hydromet services in the continent. And thank you.
Thank you very much for your presentation and your ideas. I would personally ask you if you maybe share the last slide with me, or I don't know if there's some kind of a resource folder that would be shared. It would be great. I would love to check out more these initiatives. The floor is open for questions, if anybody has any questions. Otherwise, we can also move on, but I'll give some seconds for people to settle and reflect. Yusufa, please. I wanted to ask. Can he come back to the term risk transfer? I didn't get it well, and if he can give an example. Thank you, Yusufa. Thank you, Yusufa. So, in fact, what's a risk first and foremost? We all understand the hazard. You understand the vulnerability. The risk itself is the anticipated loss. You anticipate that something might occur because the hazard has very high magnitude. The vulnerability is also high, and it becomes a concern that you can anticipate something bad will happen. So look at the risk as an impact. So how do you treat the impact? There are different 5 of risk transfer that you need to consider. The first one is risk acceptance. You can accept. You know that the impact is high here, but you can accept to take the risk. And you have seen it, and you'll continue to see it in so many people that people can construct in areas that they know this is very dangerous. You accept the risk. That's a risk treatment. The second one is risk prevention. You can prevent the risk. You put in place different mitigation measures. But because you are more concerned about you can avoid also the risk. But because you are more concerned about the risk transfer, this is just more of the way you work with the insurance for your vehicle. You understand that an accident can occur. What if an accident can occur? You can choose to transfer that risk to a certain individual, to a certain company. They take the risk. In case there is an accident, the other people pay for the risk. And the example I was trying to use here in for the agricultural crop insurance, for example, that's something that is growing in the continent. In that a government realized that we are having drought trends, and for me to ensure to support the farmers who are generally poor people, I can get into an agreement with either a private company, or I can subscribe to the African risk capacity, so that in a situation where my country is hit by drought, and then the value, because it's operated, we call it parametric drought. In a situation country A is faced with serious drought, the African risk capacity or the private sector, the insurance, is in a position to mobilize resources earlier enough to respond to the need. So that's one of the examples of the risk transfer. But take it more of what we work with our insurance, with the car insurance or any other form of insurance, because that's a very good example of a risk transfer. You are transferring the risk to a third party. I don't know if I was able to answer your question. Thank you, Mulero. Thank you, Sisay, for sharing the PowerPoint. Do we have any other questions, quick questions before we move on? Okay. Then in this case, please let me welcome our speaker for our last session. Adaptation strategies of the black-tailed godwit to climate change in its wintering grounds in West Africa. And our speaker is going to be Mr. Kadi Guifal, if I
if I said it right. Please, the floor is all yours. Mr. Gueye? It seems Hadi is not online. Yeah, I'm looking for him in the list and I cannot find him. Nadim, there was a question by a colleague, Noelo. Maybe because you're not there, maybe I would be volunteer to take that question if you allow. Yes, please. I thought Noelo yes, had a yes, question. it would be great then we also give more time for our next speaker. Hadi is not online. Mr. Noelo? Avant tout, Hello? Please, go on. Ok. Je vous félicite avant tout pour la brève présentation. Il y a une image qui est passée qui montre la réalité de l'évaluation des documents. Mais d'après mes observations, je vois que les personnes qui occupent les fonctions administratives, ils sont tous des personnes âgées. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce que l'image s'est datée ou il y a une préparation des jeunes qui vont prendre les relais? C'est ça ma préoccupation. Oui, merci beaucoup Noelo. C'est une triste réalité, beaucoup plus dans... Yes, Nadim? Nadim, you want to say something? Yes, I'm sorry. I'm sorry, Mulero. Before you start your answer, I just want to to clarify because there's one of the comments is like, and someone is from Suma that we are willing to ask questions, but we are not giving the chance. I would like to reinstate that in order for me, because it's on Zoom, to know if anyone has a question, please use the hand raising function. Otherwise, I do not know how to do it. So please use your Zoom profile to raise your hand, because otherwise I cannot see. And for the group that are physically present in the same conference room together at the ATS events, it's very hard for me to see if somebody is raising their hand physically in real life. So please use the virtual hand raising, and everyone is welcome to contribute and to give questions. Having said that, I'm very sorry, Mulero. Please, let's hear your answer. Yeah. Merci beaucoup, Noelo. Oui, la triste réalité est que dans les fonctions publiques, on va beaucoup plus rencontrer des personnes qui sont beaucoup plus âgées, peut-être à l'âge de la retraite. C'est beaucoup plus prononcé en Afrique. Et quand nous parlons maintenant, parce que là, je parle beaucoup plus des services hydrométéorologiques, c'est encore beaucoup plus prononcé là-bas. Vous allez trouver que ce sont vraiment des gens qui doivent être à la retraite, et il n'y a pas une politique pour les rendre encore, pour attirer les jeunes dans les services hydrométéorologiques, et ça devient beaucoup plus pertinent. C'est ainsi que quand nous avons toujours des discussions avec les ministères des tutelles, on a toujours ces discussions avec les ministères des fonctions publiques, à travers le ministère des Finances, pour parler de cette question, parce que bientôt là, on va avoir des jeunes, on va avoir toute une unité qui disparaît parce qu'il n'y a pas de gens qui vont prendre la relève. Et aussi pour nous les jeunes scientifiques, c'est vraiment un endroit qui est, je peux dire, côte vierge, qui doit vous interpeller, vous attirer. Initialement, c'était une discipline un peu négligée, abandonnée,
Mais actuellement, ça prend de l'ampleur et bientôt, là, ça sera très compétitif. C'est vraiment le bon moment de commencer à s'investir là-dessus. Peut-être dans des conférences aussi ou bien prendre d'autres cours supplémentaires. C'est un peu ça. Merci. Thank you very much. I still don't see any raised hands, but Suma, since you already said that you have a question, you're willing to ask a question. Are you there? Would you like to contribute? Yeah, thank you. Please, I've been doing that, but I don't think if you were seeing it because maybe you have like you cannot see all the member on your screen. Otherwise, I've been raising my hand. So thank you for the opportunity. No, of course. I would just like to clarify something because I do have a different list that I can see everyone actually, but please, for everyone, this is not for you personally, Suma, but for everyone, just like a gentle reminder, you can actually use the hand raising function through the reactions. If you click on it, you can see it because I got a couple of private questions about how to do this. Thank you, and please, Suma, go on. Yeah, thank you, sir, for your presentation. Like, I'm happy that you have been able to like talk about all the challenges and problems in this sector. But I have one concern that I didn't hear you talking about too much is like about the training of young researchers in this area. I did a methodology in my country, and after that, I was willing to continue in the sector. But one of the main challenges I encountered is like there was, as you talk about the agreement, there was opportunity for me to apply for agreement scholarship and go and deepening my knowledge in the sector. But the problem was like in doing the application, sometimes you are obliged to go through like the governmental procedure or be in direct contact of like agreement services director so that they can sign your paper and you can benefit the scholarship for your training. And the other scholarship does not do that, and they allow you directly to apply. If they need you, they will take you. But for you, what do you think like can be done? Because still now this case is going on, and we all doesn't have the same opportunity to be accepted by a director or to sign your paper and go and do your training in the sector. For you, what do you think can be done? Like if you want to like increase your knowledge in the area and have it easily as the other scholarships such as Wascal and Doda. Thank you. Yeah, thank you, Suma, for that question. Yeah, at least you also acknowledge that this sector is not attracting the youth. You are among the few people who really wanted to grow in the sector, but you are denied the opportunity. And maybe one of the reasons, I may only speculate on agreement because I was not there when you are applying, and I'm not speaking for agreement, but you understand that the agreement is an institution of a regional institutions. And it being a regional institution, it represents the mandate of different countries. So a loan agreement is not in a position to provide scholarship. These are scholarships that have the mandate of the different countries that are part of the agreement. So I tend to understand that's one of the few elements, one of the reasons. The second one may be because also we have very few centers. We can count them. We can count few centers across the region that they're into agreement. And then we realize that it's very competitive, and countries have their slots, and the agreement is not there to select different individuals. So that could also be another concern we need to consider. And normally priorities are given to people who are already recruited by the government, who are supporting the hydrometeorological services in their respective countries. Yeah, so but we should not just focus on these few centers, because also
universities. You have different universities, you have different programs. One can still do mathematics, physics, and apply it to hydromets, and it's still fine. One can do hydrology at the university and apply it. One can do climate change. Different institutions now have programs related to climate change, to hydrology, and the like. So it's a very open field, and you can still have your place if you have that desire. And yeah, so the fact that you are not recruited by agreement should not discourage somebody from pursuing his dream job, because there's always opportunities where you can follow different courses you can take. Currently, we have now few courses that one can take, and you'll have the capacity and the profile to compete for a given job. And again, I'll say that the hydromet sector is not very competitive at this particular moment, but in a few years to come, it will be very competitive. And I would really appreciate if the young scientists could take that advantage and to put themselves into and to develop that zeal, that desire to grow, because this is a sector that is very important for the development of a given country. Very important, as much as it's forgotten, but it's a very important sector. Yeah. I don't know if I was in a better position to answer your question, the fact that I'm not an agreement staff, but I tend to believe that could be the reason. Yeah, thank you. Mulero, thank you so much. And thank you, Suma, for the question. Do we have any other questions or comments? No, I'm okay. Thank you. Anyone else would like to ask maybe one final question or a comment? Okay. Sese, I would like to, do we have Mr. Kadi Gueye? I can't find him still online. I'm not sure what's the status with our final speaker. Kadi is still not here. We can move to the next presenter. Actually, yeah, that's it for the presentations. This was our last presentation. So I guess in this case, and we were already a bit over time, so now we're actually finishing exactly on time. I would suggest we close the first half of the day, the sessions for the session for the morning, and go to the proceed with the program. Go to the poster session, which is going to be facilitated by Dr. Fatou Kine Gueye. I would just like to thank all our esteemed speakers for today. Thank you very much. I really, really appreciate all the input. And I personally learned a lot about all your different projects, specializations, and different geographical areas around our continent. And with this opportunity, let me thank Dr. Sese a lot for everything and for all her hard work. It is always a pleasure to participate in such initiatives and workshops, but it's very, very special for me when it's also a lot of African calibers, and you all know what I'm talking about. So I thank every one of you. I thank you, Dr. Sese, and I thank so much the very active and enriching participation of all our audience. So thank you a lot, and hopefully we'll be in touch. Have a great day. Bonjour, chers participants. Merci Nadem d'avoir su gérer le temps. Donc, je vous remercie à tous. Donc, comme il l'a dit, nous allons directement passer au poster. Et dans ce cas-là, vous avez déjà entendu ma thèse en 180 secondes. Aujourd'hui, nous allons faire ma présentation en
5 minutes. Donc, en 5 minutes, vous allez nous faire l'économie de votre travail. Donc, comme ce qu'on a mis dans le programme, nous allons commencer les présentations des posters avec les jeunes chercheurs et nous allons débuter par le poster de Seydou Bassouma. Après, nous allons continuer par Djaïnaba Sané et à la suite, Dr Alun Faye va nous présenter son poster, suivi de Nilan Diogoy Diouf, ensuite de Yakoudina Abba Oumaro, puis de Dr Oumar Sadio et de mon homonyme Fatou Kinegay de Wiako. Ce sera par la suite moi-même, Dr Fatou Kinegay. Après, nous allons continuer par Dr Manik Faye et enfin, nous allons finir le programme avec Noëlo Cordoso, c'est ça. J'espère que j'ai bien prononcé les noms. Alors, nous allons tout de suite commencer le programme avec Seydou Souma. Je pense que vous aviez déjà la parole, donc vous allez reprendre cela. Et cette fois-ci, pour nous présenter ton travail. Merci. OK, merci pour l'opportunité. Rappel, on vous donne 5 minutes. Je pense bien, vous voyez ma présentation. Hello? Oui, c'est bon. C'est bon? Okay. Good afternoon, everybody. I'm Suma Seiduba from Guinea-Conakry. Yes. Can you hear me, please? Go ahead. Hello? Yes, it's okay. Okay. I'm Suma Seiduba from Guinea-Conakry. Actually a master's student in climate change and marine science at Technical University of Atlantic in Cape Verde, Mindelo. I'm here to present my work on assessing the role of seagrasses as socio-ecological system in case study from Cape Verde. These are my outline. I will be introducing the work and end by the expected result. As introduction, marine ecosystems are highly productive and value with importance for the overall health for both marine and terrestrial environment. However, the environmental modification due to climate change and incentive exploitation of natural resources are having significant impact on the world ocean, including seagrasses. Basically, seagrasses are marine flowering plants that are grown in all continents except the estuary and coastal environment of Antarctic. They have leaves, roof, rhizome, and stem. They produce seeds and flowers. They are basically found from the intertidal zone to 50-meter depth, depending on the light availability. They provide all the 4 ecosystem services to both human and animals. They provide us green manure that we can use to increase our agricultural productivity. They provide us medicine that we use like to cure some of our sickness, such as malaria, fever, and skin problem. They provide habitat for marine mammal and other marine species. They contribute in diminishing the CO2 in the atmosphere and sequester them in the sediment and in turn mitigate our climate warming. They contribute in stabilizing sediment in the bottom of the ocean and also increase the quality of water and contribute to the coastal protection by reducing the current and wave velocity. But although they cover only 0.2% of the ocean surface, their ability to sequester and soak carbon is estimated to be 20%.
So what is then the problem about seagrasses? Globally, 29% of seagrasses meadow has been said to be disappearing since they have been first discovered. And that disappearance is occurring at the rate of 110 kilometers square by year since 1918. And all that with an uncertainty of recovery due to low water quality, coastal aeration, and heavy use. In Africa, the knowledge about seagrasses is very rudimentary, and especially in West Africa, their presence has been confirmed in only 7 countries. And these 7 countries, 4 of them have been recently confirmed by the project Resiliency. And in this country, we discover only 3 species, that because we don't have time to sit all these ones. So this is the recent map of seagrasses observing network in each geographical bioregion. As you can see on the map, in all the continent, at the side of the West Africa, we can see there is no observing network of seagrasses, which create both gap of knowledge about seagrasses and also data, and it's also calling the need for the research on seagrasses. So for the low level of awareness, the threat to which they are subjected in the region is mostly due to be anthropogenic. Therefore, the climate change impact combined with anthropogenic activity may reduce the resilience of seagrasses and then lead to the loss of their ecosystem services. So my study area and why I choose this study, my study area is located in Cape Verde. In Cape Verde is have 10 islands. It lies within the West African marine ecoregion and is very crucial for marine turtle conservation since 5 species feed and live in their local waters. The area hosts one of the most important nesting population of loggerhead turtle in the world. And the study site is located in the biggest island of the archipelago known as Santiago Island, and the study site is located in Gamboa, precisely in Gamboa, and is the only documented seagrasses or which both turtle and other marine mammals feed and use the habitat for their development. But since the first report of the area in 2016 by Crete et al., no study has tried now to explore and understand the impact on seagrasses in the area. This has then brought to me some idea which I developed as my research question to set my research objective. My first research question is then what is the actual state of seagrasses meadow in Gamboa, their species coverage above and below ground mass, their soil density and canopy height. What are the perception of fishermen about stakeholder and fishermen and stakeholder about seagrasses in this meadow, and what are their attributed impact that are influencing seagrasses in the meadow? And my research question is simply to characterize and compare the actual and previous state of seagrasses meadow, assess the perception of local community, and identify the attributed impact on seagrasses in Gamboa. My research methodology to achieve my my objective, this following methodology will be used. First of all, diving will be used as for ground truth identification, and transect and quadrat method will be used for biomass cover and soil density estimation. Secondly, questionnaire will be used as research instrument to assess the perception of stakeholder about seagrasses and also identify the attributed impact. The expected result. The result of my study will inform about the actual state of seagrasses meadow in Gamboa, indicate how has this changed from the previous report, and also identify the perception of stakeholder and identify their perceived impact on seagrasses. So these are my reference. Thank you for your attention, and your question and suggestion will be welcome. Thank you. Alors, merci beaucoup, Seydou. C'est ça. Donc, nous allons rapidement passer par la présentation de Dieynaba Sané.
Et après, il y a Dr Alun Faye qui va se préparer pour la présentation, pour qu'on puisse gagner du temps. Jainaba Souma. Jainaba Sane. Yes, I'm here. Okay. Donc, vous avez la parole. Yes, I'm trying to share my screen. Yes, it's there. Yeah. Okay. Yes, personal protective equipments on the sensitive ecosystem. My name is Jane Wasani. I am working with the National Environment Agency as a senior program assistant on the research department or the research unit, environment research unit. So my presentation will focus on the effects of PPEs on the sensitive ecosystem. Introduction. Since the WHO pronounced the coronavirus as a pandemic in March 2020, a lot of PPEs were recommended as for masks, gloves, sanitizers to be used as protective measures against the virus. And from then, the use of these plastics have been increasing. So my studies will be on the Koto Stream, which is located in the urban center of the country, and it connects the Tambi wetland to the Atlantic coast, and it passed through many urban centers in the country. Thus, it is desirable to conduct these effects of PPEs on the ecosystem and provide recommendations for quality options and then future interventions to minimize the adverse effect of these marine lives, including fish and small turtles. The pictures here are the pictures of the Koto Stream that were taken a few days back. And here it is, here they are, mangroves and other stuff that are found on the pictures. This research is yet to be conducted, but the methodology will include, the study will consist of strict beaches and flooding data. The study will also be carried out in field surveys and then PPE pollution onto the Koto Stream. The Koto Stream cut around many urban areas of the country, and okay, that's fine. Okay. The Koto Stream runs across many urban centers of the country. So many of these drainages and other stuff and connects to this stream, and pollution and the littering are usually done into these drainages that connects to the main stream, and the streams also empties inside the ozone. So for that reason, the study survey includes streets, beaches, and flooding litter. Extensive literature review will be done on plastic waste pollution and its impact on the marine ecosystem will be carried out. An Excel spreadsheet will be used for data organization, and Origin software will be used for the data analysis for the maps and the table. Since the research is yet to be conducted, the expected results will be huge amount of PPEs might be found into the Koto Stream. This is because since dumping done across the Koto Stream, also the drainages, people are very sensitive of the masks and they're scared that children and other people might come into contact with these PPEs. For that reason, people prefer dumping the PPEs inside the drainages than in the usual dumping way, like putting into bags and then taking it to the dump sites. But rather, these PPEs are mostly thrown into the drainage systems. Okay. High amount of PPEs waste will be lead to the obstruction of the normal flow of the sea, thereby causing blockage to the stream that might lead to the increase in the volume of the stream, as well as stink odor and the nitrate level, eventually lead to the death of mangroves and small organisms. As we are speaking right now, the stream is having difficulties in emptying into the ozone because high amount of litters are found across at the canal where the streams empties into the ozone. This is because of pollution. People pollute and then throw litters into the stream. When rainy season, when it rains, all these litters will empty inside the ozone, thereby leading to plastic pollution that might affect the mangroves and other small marine species like the fish and the turtles. So these are the pictures. These pictures were also taken on the site
along the quarter stream. So here we can see mucks and other plastics that are thrown at the estuary of the, hello? Can you help? Okay, sir. Okay. These pictures are taken at the side along the quarter stream. As you can see, there are a lot of dust thrown along the stream, and this might eventually end up inside the stream and then may affect the mangrove and the small organisms that are found in the stream. Here's a picture of the drainage of one of the main streets that leads to the quarter stream, the drainage of the highway. You can see mucks and other plastics that are thrown inside the stream, and you can even see water. So when there's high amount of rainfall, these litters will float and then they will end up inside the stream. The conclusion: reducing toxic exposure to plastic waste in all forms requires periodic of conditions, both voluntary and legislative. Therefore, action needs to be taken to stop this floating litter from ending up into the ocean or on the mangrove ecosystem. Ideally, the production, use, and disposal of plastics should be dealt with at all levels and have to avoid contamination. So that's my presentation, and thank you. Alors, merci Yainaba pour la gestion du temps. Je pense que les autres vont faire pareil. Donc, 5 minutes tout juste. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, nous allons passer directement à Dr. Aline Faye. Et après, il y a Nilan Diogoy Diouf qui se prépare. Et vous n'avez pas besoin de projeter vos présentations. C'est déjà fait ici, directement. Docteur Aline Faye, vous m'entendez? Oui, bonjour. Merci. Est-ce que vous recevez mon écran d'abord? Est-ce que vous recevez mon écran? Oui, nous retrouvons, c'est déjà projeté. Donc, vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Merci, Dr. Gay. Alors, cette présentation elle porte sur la détermination de la taille optimale de sélection des filets moyens à éthmalose pour une gestion de sa pêcherie face au changement climatique. Alors, en guise d'introduction, on peut dire que les changements climatiques mondiaux ont particulièrement affecté l'Afrique de l'Ouest au cours de ces 30 dernières années. Et au Sahel, les changements climatiques ont modifié de nombreux écosystèmes estuariens d'Afrique de l'Ouest. C'est notamment le cas de l'estuaire inverse du delta du Saloum au Sénégal. Ces changements-là ont des conséquences sur les populations de poissons et la structure des communautés également. Les changements dans les traits de vie peuvent affecter la reproduction, la croissance, l'habitat, le comportement alimentaire, etc. Pour ce qui est de l'ethmalose, Ethmalosa fimbriata, l'un des QPID. Excusez-moi, docteur. Oui. Donc, vous cliquez mode slide pour qu'on puisse voir votre titre, s'il vous plaît. Okay. Mode slide. Oui. Ouais, en bas. En bas à droite. Ok. C'est bon. C'est venu? Ça va venir. On ne voit pas, c'est tout noir. 900. C'est venu maintenant? Oui, c'est bon, merci. Vous pouvez continuer. Merci. Alors, je disais que pour l'ethmalose, qui est l'un des QPID les plus communs dans les environnements saumantes, donc le taux de salinité est très élevé dans l'estuaire du Sine Saloum au Sénégal, donc semble avoir un effet
prépondérant sur les frais de vie de cette espèce. Ainsi, on a constaté que l'abondance de cette espèce s'est peu à peu donc, substituée d'une rareté de plus en plus préoccupante, avec notamment une réduction avérée, n'est-ce pas, de la taille des individus qui sont débarqués. Et la rareté de cette espèce et la réduction de la taille des individus donc, ont obligé les pêcheurs artisans à diminuer davantage le maillage de leur filet afin d'augmenter, n'est-ce pas, leur capture. Et c'est ainsi que la dimension de la maille, n'est-ce pas, des filets qui capturaient cette espèce, a connu une évolution dans le temps, passant de 50 mm de maille de côté à 28 mm, donc une dimension de maille 28 qui a été utilisée pour capturer les sardines. C'est dans ce contexte maintenant que cette étude a été réalisée afin de déterminer les dimensions optimales de sélection des différentes mailles utilisées pour la capture de cette espèce, pour une meilleure, n'est-ce pas, conservation de la pêcherie de cette espèce-là. Et la méthodologie qui a été utilisée dans cette étude a été réalisée dans le delta du Saloum, qui est un estuaire inverse, comme sa salinité. Et parallèlement, des échantillonnages ont été effectués également dans la partie maritime en dehors de l'AMP afin de faire des comparaisons. Et des pêches expérimentales également ont été menées tous les 3 mois, je veux dire, n'est-ce pas, sur une période de 3 ans. Et au total, 64 sorties de pêche donc, ont été effectuées à bord de pirogues artisanales en collaboration, bien sûr, avec les pêcheurs locaux. Et les échantillons ont été prélevés à l'aide de filets maillants avec une batterie de mailles, n'est-ce pas, 32, 30, 32, 36, 40 mm de mailles de côté. Alors, pour ce qui est des résultats, pour aller un peu rapidement, donc, il a été constaté que la valeur, d'après les résultats, moyenne annuelle de la salinité, donc, dans l'estuaire était égale à 40 pour 1000, contre 33 pour 1000, n'est-ce pas, en mer. Ce qui a expliqué peut-être la différence de taille, n'est-ce pas, qu'on a noté au niveau de la taille de maturité sexuelle entre les individus estuariens et les individus capturés en mer. Alors, cela se répercute également sur les longueurs optimales de sélection des engins de pêche pour chaque maille, qui sont plus petites, ces longueurs-là, pour les individus qui sont capturés dans l'estuaire. Donc, par conséquent, on a vu que le nombre d'individus, n'est-ce pas, qui n'ont pas atteint la taille de première maturité sexuelle, ont été beaucoup plus nombreux dans les petites mailles, c'est-à-dire les mailles de 30 à 32, particulièrement au niveau de l'estuaire. Et pour ces 2 mailles-là, donc les tailles optimales de sélection donc, étaient également inférieures à la taille, n'est-ce pas, de première maturité sexuelle. Donc, ça, c'est les principaux résultats qu'on avait obtenus. Et en conclusion, pour aller rapidement, on peut dire que l'objectif de cette étude était de déterminer les dimensions optimales de sélection des différentes mailles utilisées pour la capture de l'être pour sa gestion rationnelle. Il est ressorti des résultats de cette étude que pour une meilleure gestion de la pêcherie de cette espèce face au changement climatique, dans le delta, bien sûr, donc il faut utiliser des filets de mailles qui sont supérieurs ou égales à 36 mm de côté pour éviter, n'est-ce pas, la capture importante des individus qui ne sont pas matures. Donc, l'utilisation de mailles supérieures égales à 30 permettra aux espèces qui n'ont pas, aux individus qui n'ont pas atteint l'âge de maturité sexuelle, n'est-ce pas, pouvoir s'échapper à travers
les mailles du filet et avoir une chance, ne serait-ce que de reproduire une seule fois avant d'être capturé. Et le fait de capturer des individus de petite taille en grande quantité, donc ça, c'est pas bénéfique. C'est mieux de capturer des individus en quantité inférieure, mais de grande taille. Donc là, le pêcheur gagne plus. Et en perspective, donc, il serait intéressant que l'étude a été faite par rapport à une seule espèce du PIB. Donc, il serait intéressant de réaliser la même étude pour les deux espèces de sardinelles, vu leur importance sur le plan socio-économique du pays, qui sont tous dans la même situation de surexploitation face au changement climatique. Merci beaucoup, Dr. Gueye. Merci, Dr. Aline Faye, pour cette excellente présentation. Je rappelle aussi que vous avez 5 minutes pour nous présenter l'essentiel de ce que vous avez à faire. Donc, nous allons passer directement à Nilan Diogay Diouf, qui va nous présenter son travail sur les diversités écologiques des herbiers marins, c'est ça? Oui. Donc, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Cette présentation porte sur la diversité écologique des herbiers marins. On ne voit pas l'écran. Ah, donc je partage, ok. D'accord. Mode slide, s'il vous plaît. Diapo. C'est bon. Ok, merci, c'est bon. Okay. On voit. Je disais que cette présentation porte sur la diversité écologique des herbiers marins de Sangoma à Betenti, delta du Salou. Cette étude a été effectuée dans le cadre du projet Resiliency sur les herbiers marins. Elle a couvert 2 zones, l'AMP de Sangoma et le parc national du delta du Salou. Cette zone abrite une grande forêt de mangroves et une biodiversité variée. Cette richesse lui confère une importance socio-économique majeure. Des études antérieures avaient mentionné la présence d'herbiers dans cette zone. Cependant, ces résultats étaient brefs, fragmentaires et nécessitaient d'être mis à jour et d'être approfondis. C'est dans cette perspective que l'objectif de cette étude a été de décrire cet écosystème d'herbiers, étudier les facteurs écologiques qui déterminent leur distribution, les menaces et proposer quelques lignes directrices pour la conservation de cet écosystème. Les résultats ont montré qu'il s'agit d'un écosystème mixte, c'est-à-dire qu'il y avait 3 espèces. Il y a 3 espèces, Sumodocea nodosa et Alodula briti dans l'AMP de Sangoma, Zostera noti associé à ces derniers dans l'estuaire de Djombos. Ces 3 espèces ont des faisceaux de feuilles qui sont morphologiquement différents. Et ces feuilles sont fixées sur un rhizome où partent les racines, comme vous le voyez ici. La nature du substrat aussi détermine leur distribution. Et le substrat peut être sableux, sable vaseux ou vaseux. En ce qui concerne la couverture, nous avons constaté que le recouvrement en avril était beaucoup plus dense comparé à celui de février. Et cette différence peut être due ou bien serait due au fait que le mois d'avril coïncide avec leur période de reproduction, selon la littérature. Nos enquêtes aussi ont permis de connaître les différents services écosystémiques joués par ces herbiers. Et selon la population locale, il s'agit d'un écosystème qui représente un habitat de refuge et de nurserie pour diverses espèces, comme la sèche d'hippocampe, une source de nourriture directe pour la tortue verte et les oursins qui sont très abondantes à Betenti, mais aussi une source indirecte par la consommation des épiphytes par les petits poissons. La base, comme je l'ai dit, la base des herbiers regorge d'une diversité de mollusques très exploités par les femmes de Betenti. Et c'est une source de revenus pour ces femmes.
Il abritait aussi le lamentin, qui est actuellement rare. Ces herbiers protègent aussi la côte contre l'érosion côtière. Malgré tous ces bienfaits, ces écosystèmes font face à beaucoup de pressions d'ordre anthropique et naturel. Les activités de pêche à la seine tournante, mais aussi le piétinement lors de la récolte des arches, sans oublier la pollution très notoire à Palmarin. Parmi les facteurs naturels, il y a la houle saisonnière, les vagues qui occasionnent leur ensevelissement par les bancs de sable issus de la rupture de la brèche de Sangomar. Du point de vue du changement climatique, il se pourrait que le seuil de tolérance thermique de ces espèces soit atteint à cause de l'augmentation des températures. Donc, au vu de ces observations, nous pouvons conclure par des mesures de gestion pour la protection de cet écosystème encore méconnu. Comme mesure de gestion, il faut étudier la variabilité saisonnière de ces herbiers dans un contexte de changement climatique. Sensibiliser sur les services écosystémiques des herbiers marins afin de réduire les impacts anthropiques. Parce que les enquêtes nous ont montré aussi que la jeune génération de pêcheurs ne connaissent pas ces herbiers. Donc, il faudrait les sensibiliser. Partager les connaissances avec les acteurs et les décideurs afin de prendre des mesures de gestion et de protection concrètes, donc pour le développement durable. Créer des partenariats régionaux et internationaux pour la gestion globale et intégrée de cet écosystème, comme Résilience est en train de le faire. Donc, en guise de résumé, on peut dire que les herbiers marins constituent un vaste champ de recherche qui offre de nombreuses perspectives pour les prochaines années, si les mesures d'accompagnement sont mises à la disposition des étudiants et des chercheurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nilan. Tu as été très concise et donc nous allons directement passer à la présentation de Yakoudina Abba Oumaro, c'est ça. Donc, il va nous présenter sur les services écosystémiques des oasis dans les zones arides d'Agadez. Donc, nous vous écoutons. Yakoudima, est-ce que vous êtes là? Hassan? Hassan? Oui, bonjour. Bon? D'accord, bonjour. Donc, Bon, vous allez, merci beaucoup, Madame Diane. Je peux partager l'écran, c'est ça? Donc, vous pouvez partager. Vous avez votre présentation avec vous? Oui, je l'ai déjà. D'accord. Il y a Docteur Omar Sadio, vous vous préparez. C'est bon, Hassan? Je pense. D'accord. Mode diapo pour qu'on puisse voir le titre. D'accord. Bon. C'est bon, mais il faut faire le mode diapo pour qu'on puisse voir. Ah, c'est bon. C'est OK, ouais. OK. Thank you very much, the facilitator. First of all, my name is Hassan Yakoudima Aboumaruf. I am from Niger. I have background on science policy interface, biodiversity and ecosystem services from the West Africa on biodiversity and ecosystem services for sustainable development, WABES program. And I'm going to present a research project which was focused on all these ecosystem services in the dry land of Agadez, North Niger, West Africa. So for the part of introduction, first in Africa, more than 62% of the population live in a rural area and depend on ecosystem services. Our nature contribution to people, which is introduced by IPBES,
since 2017 by Kadilo and so on. And in Niger, about 80% of rural of people are rural, and the developer benefit from the nature contribution to people. And also in Niger, a landlocked Sahel country, Oasis ecosystem that is a unique dryland woodland are present, covering around 2,300 hectares, supporting the human well-being in that dry area in the desert. Because we know that living conditions in dry land are particularly complex due to desertification and the climate change impact. And Oasis constitute one of the 15 Ramsar sites in Niger and play crucial role in enhancing the resilience of local community to climate change. Hence, this study where we conduct it to assess the different services and the good that the Oasis can provide to the people. So let me briefly define what is the Oasis ecosystem. Oasis ecosystem is something that we can define as outline cover vegetation in the dry areas in the desert, and where people can make their different activities which is contribute to the socio-economic development. And somewhere it is described by geographer or traveler that Oasis is always represented as a line of greenery in the middle of an ocean of sand and rocks by erosion. So for the process of this study in our methodology, we use first bibliography review and the content analysis, the socio-economic survey involving various actors, the elder people, the human, the youth, by using a which is accelerated participatory research method, and also the pedestrian survey to perform a rapid assessment on the ecological integrity of the oasis, and the remote sensing to perform a land use, land cover of the study area map. So during this study and during the implementation of this study, we carry out based on 4 phases. The first is the launch and the priming the different the study with different stakeholders which are working directly or indirectly in the context of Oasis ecosystem by organizing and implementing the meetings. The second phase is a literature review by using some models like economic land degradation, the ecosystem and the economic of ecosystem and the biodiversity, or the best conceptual framework. The first phase was a choice of zone based on the tools that I use with some different sub like focus group session, the historical matrix to perform or to describe the historical story of that study area. And the last is, as I said, the data analysis and the study report right. And here you can see the land use, land cover of Agadez region and the Iporon district in Niger, because from the regional level, we come down to the district level due to the potential richness of various services that the Oasis ecosystem can provide to people in order to help local community to even reduce the migration practice and also to adapt to climate change and the effect, impact and the effect of climate change. And as a result, as I said, we categorize different services like provisional services, the regulating services, the cultural services, and the supporting services. So in terms of provisional services from this dryland wetland, which is Oasis in Niger, we were focused on 4 category of food production, like non-timber forest product, the cereal crops, the gardening, the agriculture, and so on. So at this level, we also hello. Hello. Yeah, I'm sorry. He just. C'est bon, vous pouvez continuer. Okay. Here is some commercial onion and the potatoes from Oasis agricultural system as an example in terms of
quantity and the turnover that mobilize from the set of oasis ecosystem exploited in this Agadez region in that dry areas, which are even exported to the West African sub-regional country like Burkina Faso, Mali, Nigeria, and so on. And we come down to the cultural services. As I thought, these oasis ecosystem services areas are even crucial in terms of spot or biodiversity of deserts, because there are so many species which are emblematic species are existing in this area and attracting tourists from all over the world, coming from Europe, from America, and so on. And as we can see, this is the opportunity and the benefits from oasis in the tourism sector in Agadez region. And this area also is considered as a very important area for the recreational opportunities, where people are organizing their different festivities like Festival de l'Air, which is each year organized and gathering people from all over the world. Into the there, I thought it is Asline, and also it is constituting a very small side which is creating the microclimate, supporting the different activities of agriculture, livestock production, tourism, and so on. So here, the formation of oasis plant is essential with the help of compost, root system, and the microorganism present in the soil, and also factors that facilitate soil porosity, organic carbon sequestration, and infiltration of water, which is feeding the groundwater table, hence the slowing down and control of water of risk of overflow. Even though it is a desert area with approximately around 200 millimeters per year, but exceptional is that this area, even though there is no more rainfall, but is sustaining biodiversity in terms of flora and fauna richness in this area. And based on also formula of Musa and all, the average carbon sequestration in the above ground biomass of main H dominant woody species of oasis ecosystem is about 3.3 ton per hectare. So it is also coming from one study that I analyze and support my data and information. So briefly, we can describe that oasis ecosystem services is supporting human adaptive capacity, and also internationally its contribution to reduce the greenhouse gas emission, and also supporting the human well-being as oasis-based adaptation, oasis-based mitigation, which is contribution to the good quality of life as a nature benefit to people. The different services that I said, and allow two people to adapt and mitigate to the impact and the effect of desertification and climate change. So in conclusion, we can say oasis ecosystem services in the Agadez region provide numerous benefits to people and the nature and dry lands. However, the conservation of those dryland wetland are not mainstreaming in domestic policy at the regional level, even at the national level. So therefore, there's a call for an integration of indigenous local knowledge and traditional ecological knowledge to help sustain oasis ecosystem in long term. And other recommendation on policy intervention for oasis sustainability include like different activities that can help restore those very interesting side of oasis ecosystem services. So this is more or less what I have just to share with you. I thank you very much. Merci. Vous avez largement dépassé le temps, mais la présentation est intéressante qu'on vous a laissé continuer. Mais j'espère que les prochains vont tenir en compte de cette gestion de temps. Donc, nous allons passer directement à Dr Omar Sadio. Et en même temps, il y a Fatou Kinegay de Uyako qui va se préparer. Merci. Merci.
C'est bon, docteur? Alors, merci beaucoup. Donc, c'est le docteur Oumar Sadio de l'IRD. Je vais vous présenter un travail concernant l'impact du changement climatique sur la biologie et l'écologie des espèces de poissons. Donc, on parle de biologie, c'est un peu relatif à la vie des poissons, et l'écologie, c'est un peu la relation entre les poissons et leur milieu de vie. D'accord? Donc, en termes d'introduction, un peu le changement climatique ou dérèglement climatique, qui correspond à une modification des paramètres du climat global de la Terre. Donc, c'est des changements dus en général aux activités humaines, et il résulte des modifications de la composition de l'atmosphère terrestre par les émissions de gaz à effet de serre. Donc, les gaz à effet de serre, c'est l'ozone, c'est le dioxyde de carbone, etc. Il y a d'autres. Et donc, cela contribue à une modification de la structure, du fonctionnement et la diversité des écosystèmes marins. Et donc, ce travail va essayer de passer en revue l'impact des changements climatiques sur la bioécologie des espèces de poissons en Afrique de l'Ouest. Donc, en termes de méthodologie, donc, nous avons travaillé sur l'estuaire du Saloum, mais aussi sur l'estuaire de la Gambie. Donc, au niveau de l'estuaire du Saloum, donc, on a choisi des stations le long de l'estuaire et on a fait des pêches expérimentales. Donc, on a suivi les peuplements de poissons pendant plusieurs années. Donc, ça, c'est un peu pour étudier l'écologie des peuplements de poissons. Et pour ce qui est de l'exemple sur l'impact du changement climatique sur la reproduction, nous avons fait un travail de comparaison entre l'estuaire du Saloum et l'estuaire de la Gambie. L'estuaire du Saloum, comme vous savez, est un estuaire inverse, donc la salinité augmente de l'aval vers l'amont, alors que l'estuaire de la Gambie est un estuaire normal, donc la salinité diminue de l'aval vers l'amont. D'accord? Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on capture des poissons à travers ce qu'on appelle des pêches expérimentales. On identifie les espèces, donc au niveau de chaque zone pendant les saisons hydroclimatiques. Donc, on suit les peuplements de poissons. Pour ce qui est de l'étude de la biologie, donc les espèces qui sont capturées, elles sont mesurées, pesées et puis sexées pour voir un peu le stade de maturité sexuelle. Et puis, on mesure les ovocytes, les gonades, etc. Et donc, en termes de résultats, nous avons donc des résultats par rapport à l'impact sur l'écologie des poissons, l'impact du changement climatique sur l'écologie des poissons. Et l'autre résultat, c'est l'impact donc du changement climatique sur la reproduction. Pour ce qui est de l'impact du changement climatique sur l'écologie, on peut voir la modification de l'aire de répartition géographique. Donc, si vous regardez la figure 2, elle montre un peu une courbe qui baisse donc en fonction de la distance à l'embouchure de l'estuaire du Saloum. Donc, au fur et à mesure qu'on va vers l'amont de l'estuaire, la diversité, la richesse spécifique diminue. C'est-à-dire que donc, il y a des espèces qui ne supportent pas l'augmentation de la salinité et qui vont disparaître de la zone, alors qu'il y a d'autres qui vont supporter et qui vont rester. Et donc, c'est pourquoi au niveau de la figure 3, vous voyez deux espèces, donc l'ethmalose et Saroterodon, donc cyclidés, qui remontent l'estuaire jusqu'à plus de 10 voire 80 km. Certaines espèces comme les carangues, comme Trachinotus, ne dépassent pas les 10 km dans l'estuaire. Et donc, l'autre résultat, c'est l'impact, c'est la rupture de la relation proie-prédateur dans le milieu. Donc, les changements climatiques vont entraîner une modification des relations proie-prédateur. C'est-à-dire que dans la zone, peut-être qu'il y aura des prédateurs qui ne vont pas supporter la sursalinité et donc vont quitter la zone. Et du coup,
il y aura une modification de la chaîne trophique. D'accord? Donc, pour ce qui est de l'impact sur la reproduction, je montre ici un exemple de l'espèce Saroterodon melanoteron. Donc, c'est une espèce qu'on a étudiée donc, au niveau de l'estuaire du Saloum et de la Gambie. Donc, on a comparé un peu les paramètres biologiques, notamment donc, la taille à la première maturité sexuelle. Donc, on a fait donc le même protocole pour les deux espèces. Les résultats ont montré que la taille à la première maturité sexuelle, que ce soit pour les mâles, pour les femelles, sont plus faibles dans l'estuaire donc qui est perturbé, l'estuaire du Saloum. Et on a aussi fait une comparaison sur la fécondité relative. Donc, on a trouvé que la fécondité relative était donc beaucoup plus importante au niveau de l'estuaire du Saloum. Mais pour ce qui est du poids des ovocytes, c'est le contraire, c'est-à-dire que le poids des ovocytes est beaucoup plus faible dans l'estuaire perturbé que l'estuaire normal. D'accord? Et donc, en conclusion, parce qu'on a beaucoup d'autres résultats donc, sur la comparaison des paramètres biologiques, et donc qui montrent effectivement l'impact du changement climatique sur la reproduction de ces espèces. Et donc, en conclusion, on voit que les changements climatiques ont entraîné une perturbation du fonctionnement de l'écosystème du Saloum, avec donc une perte de biodiversité dans certaines zones, mais un gain de biodiversité dans d'autres localités, parce qu'il y a des espèces qui quittent telle zone et qui vont dans une autre zone. Il y a aussi une perturbation du réseau trophique. Et on a constaté aussi donc, une modification des traits de vie des espèces de poissons, donc entre autres une précocité dans la maturation sexuelle. Donc les espèces arrivent en maturité sexuelle très rapidement pour maintenir la population dans la zone qui est perturbée, donc du changement climatique. Il y a aussi une période de reproduction qui est très étalée, donc dans le temps, et une fécondité qui est très élevée. Voilà un peu ce que j'avais à vous présenter. Voilà. Merci, Dr Sadio, d'avoir respecté le timing, parce que comme on dit, on ne peut pas présenter tous les résultats, mais vous avez su nous donner l'essentiel. Donc, nous allons passer à la présentation de Fatou Kiné Gayebiako. Est-ce que vous êtes là, Fatou Kiné? Est-ce que Fatou Kiné est là? Elle est là, Fatou Kiné. D'accord. Allô? Allô, oui. Donc, c'est bon. Donc, vous pouvez peut-être mettre mode diapo pour qu'on puisse vous voir. Mode diapo, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon, merci. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup, Omolim, de m'avoir donné la parole, de m'avoir donné l'opportunité de présenter mon poster qui résume la proposition de recherche. Je tiens à préciser que c'est une proposition de recherche que je tiens à développer et qui porte sur la gouvernance et l'implication socio-écologique des programmes d'adaptation pour les communautés dépendantes des mangroves. Voilà, et comme contexte, les écosystèmes de mangroves jouent un rôle essentiel dans la régulation des processus naturels et le maintien de la biodiversité biologique des zones côtières. Mais cependant, les écosystèmes de mangroves sont dégradés principalement par le développement économique et le changement climatique. Ajouté à cela, il y a aussi les pratiques non durables d'exploitation des mangroves. Et ceci nécessite une approche innovante basée sur les connaissances scientifiques, économiques, sociales et traditionnelles solides pour parvenir à la conservation de la biodiversité. C'est dans ce contexte que de nombreux programmes ont tenté de développer une telle approche
pour promouvoir la conservation, la restauration et la gestion durable des mangroves au profit des communautés qui en dépendent. C'est toujours dans ce siège que le programme Mangrove Capital Africa tente de développer un certain nombre d'activités génératrices de revenus depuis 2017. Donc ici, comme vous le voyez sur la première photo, je vais vous présenter un certain nombre d'activités génératrices de revenus développées dans le programme MCA au niveau du Saloum, de la Casamance et même au niveau de Joal. Voilà. Sur la première photo, vous voyez les activités d'apiculture allant de la production jusqu'à la transformation. Il y a aussi les activités conchicoles comme l'ostréiculture qui aussi va de la production jusqu'à la transformation avec la transformation des huîtres fraîches. Il y a aussi l'ensemencement que nous sommes en train de développer et qui porte bien ses fruits au niveau de Joal. Nous faisons aussi la transformation des produits forestiers non ligneux avec un focus fait sur dans les zones où il y a beaucoup de produits forestiers non ligneux. Et je veux citer par exemple Soum, Dirnda, un certain nombre de communautés au niveau du delta du Saloum et qui les groupements commencent à tirer profit de ces activités-là. Nous faisons aussi de l'insémination artificielle avec les vaches. Et comme activité relative à l'énergie aussi, nous faisons de la lampe bobine où nous prenons les déchets de vaches et d'où l'on utilise la méthane pour produire de l'énergie qui sera utilisée au niveau de la cuisson ou bien au niveau des lampes. Et après cette activité-là, nous faisons aussi des activités d'épargne et de crédit comme les GECOM où les femmes se rencontrent pour gérer cette activité-là. Comme vous le voyez, il y a un certain nombre d'activités génératrices de revenus qui se développent dans le cadre du programme MCA. Maintenant, vous me demanderez certainement c'est quoi la problématique de recherche. Ici, la problématique, c'est l'évaluation de la contribution de ces activités-là dans le processus d'adaptation au changement climatique communautaire en termes de réduction de la pression sur les ressources en mangrove et également leur contribution à l'adaptation et à l'atténuation des écosystèmes de mangrove. Et comme objectif de recherche, ce sera d'évaluer le succès des stratégies d'adaptation mises en œuvre, les impacts sur les moyens de subsistance locaux et les conséquences sur la résilience écologique. Et comme méthodologie de recherche, nous allons procéder ainsi. En premier lieu, nous allons faire la recherche exploratrice qui comprend la recherche bibliographique, l'enquête exploratoire et l'observation. En deuxième point, nous allons faire la collecte de données sur le terrain. En troisième point, l'exploitation et l'analyse des données de terrain. Et en quatrième point, nous allons procéder à la préparation du document. Et puisque c'est une proposition de recherche et que les résultats sont en vue, donc je vais vous présenter les résultats attendus. Comme premier résultat attendu, nous allons évaluer les impacts des programmes sociaux dans le delta du Saloum, par exemple les moyens de subsistance, l'adaptation au changement climatique et les programmes d'éradication de la pauvreté, les programmes d'autonomisation des femmes, etc. Ici, dans ce point, il s'agira par exemple d'évaluer en termes d'apport les activités génératrices de revenus que les programmes sont en train de développer au niveau du Saloum, c'est-à-dire de voir où nous en sommes sur ces activités-là qui vont permettre l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est en quelque sorte une étude de situation de référence
des programmes sociaux qui sont développés au niveau du delta du Saloum. Et comme deuxième résultat attendu, nous allons évaluer l'impact du développement des activités de subsistance dans les communautés basées sur la résilience climatique. Comme troisième résultat, nous allons évaluer la gouvernance en pratique et les leçons apprises pour une meilleure gestion du delta du Saloum. Ici, par exemple, il s'agira pour la gouvernance de collaborer avec les aires protégées, c'est-à-dire de vérifier, bien d'évaluer les conventions locales qui sont développées dans chaque site, s'ils sont bien appropriés ou bien s'ils sont adaptés à la zone concernée. Voilà. Et comme quatrième et dernier résultat attendu, nous allons déterminer les connaissances locales sur le changement climatique et les écosystèmes, c'est-à-dire si les communautés sont assez sensibilisées, ils sont assez vraiment outillés sur les problèmes liés au changement climatique et les moyens pour faire face à cette situation-là. Et aussi, nous allons, dans le cadre de cette proposition de recherche, proposer des méthodes de mise à l'échelle pour les pratiques d'adaptation locale réussies. C'est-à-dire, à la sortie de ces travaux-là, nous allons formuler des recommandations qui iront à l'endroit de proposer certaines pratiques durables d'adaptation locale et aussi évaluer les leçons apprises, c'est-à-dire dire quelles sont les activités génératrices de revenus qui sont vraiment très profiteuses au niveau de la population locale, ou bien de dire, par exemple, si les activités conchicoles, par exemple, ou les activités d'apiculture ont déjà des effets positifs ou négatifs. C'est-à-dire, est-ce que la population locale voit les bénéfices? Est-ce que les efforts que nous sommes en train de développer, est-ce qu'ils sont en train de porter leurs fruits? Voilà, c'est ce que je tenais à présenter. Merci beaucoup, Fatih, de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Omonim, pour ces précisions. Je pense que c'est un projet qui mérite d'être applaudi et félicitations. Je pense que je vous félicite et je vous encourage. Alors, nous allons passer par ma présentation, mais avant, il y a Dr Omar Sadio. Il y a quelqu'un qui demande votre mail dans le chat. Je pense que vous pouvez répondre. Alors, je commence. Moi, est-ce que vous allez projeter pour moi? Ouais, Fatou Kiné. Donc, alors, c'est bon. Diapo. Merci, je vais commencer. Moi, je présente ce que j'ai fait comme travail. J'ai travaillé sur les espèces négligées et sous-utilisées en général, et particulièrement, je suis allée dans la vallée du fleuve Sénégal pour un peu m'intéresser sur les espèces aquatiques, les macrophytes, que sont les water lilies, c'est-à-dire les nénuphars. Donc, ces espèces sont plus connues pour la décoration. Quand on regarde les fleurs et les feuilles, on pense souvent à la décoration des étangs d'eau et ça se développe là où le courant n'est pas trop rapide. Effectivement, mais en plus de ces valeurs ornementales, il y a aussi d'autres valeurs qui ont été mises à côté. Ce sont les valeurs nutritionnelles et thérapeutiques. Donc, nous, dans notre travail, nous avons cherché à voir comment valoriser ces espèces dans la vallée du fleuve Sénégal. Et ça peut être vraiment quelque chose d'important pour la restauration de la biodiversité, aussi pour la conservation des zones humides dans la vallée du fleuve Sénégal. Et en même temps, ces espèces sont très prisées par deux types d'oiseaux qui sont le Anas acuta et l'autre là qui est Spatula
là, ces deux espèces, quand on a fait les études en prenant en compte les analyses qu'on a fait avec les écologistes, nous nous sommes rendus compte que ces espèces recherchent en priorité les graines de ces espèces. Et en même temps, il y a l'homme qui l'utilise dans diverses mains. Donc, comme méthodologie, qu'est-ce que nous avons fait? Parce que, comme je vous ai dit dès le début, il y a les connaissances locales qui sont très, très importantes et nous avons pris en compte ces aspects-là. Nous sommes allés sur le terrain pour avoir la connaissance sur ce qu'il y a comme diversité des nénuphars. Et nous nous sommes rendus compte qu'au Sénégal, il y a 4 espèces quatre espèces ont été répertoriées dans notre flore du Sénégal. Mais il n'y a que 2 espèces qui se trouvent dans la vallée du fleuve Sénégal. Les 2 espèces se trouvent un peu en Casamance. Donc, les 2 espèces qui se trouvent dans la vallée du fleuve Sénégal ont été répertoriées à travers des inventaires où on a fait des inventaires dans 17 points d'eau. Donc, 17 points d'eau. Et après, nous avons fait des enquêtes ethnobotaniques pour répertorier la diversité des utilités et utilisations de ces espèces et les organes utilisés. D'accord. Et comme 3e point, après avoir fait les inventaires, après avoir fait des enquêtes pour savoir la multiplicité d'utilisation de ces espèces, nous avons pris les échantillons de graines et nous avons fait des analyses biochimiques au niveau du laboratoire d'analyse et d'essai de l'ESP. Et donc, comme résultat que nous avons eu beaucoup de résultats, mais comme résultat que nous pouvons vous présenter aujourd'hui, c'est que dans la vallée du fleuve Sénégal, il existe 2 espèces que sont le Nephéa lotus, qui est à couleur blanche et qui est très grande par rapport à l'autre qui est une espèce plus petite de taille, donc qui est le Nephéa micrantha. Il y a Nephéa lotus avec les couleurs blanches, les couleurs blanches et le Nephéa lotus qui est de couleur bleue. Et ces 2 espèces sont toutes les 2 utilisées dans l'alimentation et dans la pharmacopée. Et on a vu que ces espèces-là, en faisant des analyses biochimiques, nous nous sommes rendus compte que ces espèces-là sont aussi riches que le riz que nous mangeons souvent, avec des valeurs énergétiques allant de 350 kilocalories jusqu'à 375 kilocalories. Donc, quand on a comparé ces graines avec les graines de sorgho, de mil, etc., nous nous sommes rendus compte que ces espèces peuvent substituer ces autres espèces que nous mangeons. Et en même temps, dans la vallée du fleuve Sénégal, l'intérêt, c'est quoi? Là-bas, le prix d'un kilo de nénuphar est vendu à 4 000 voire 5 000. Donc, les femmes qui utilisent, qui font la valorisation peuvent gagner beaucoup plus en faisant cela qu'en faisant la riziculture. Et en même temps, ça peut nous permettre de maintenir le milieu et de conserver la biodiversité locale. Et ces espèces sont très utilisées. Ce sont les graines et les bulbes qui sont utilisés. Les graines sont utilisées, les graines rouges sont utilisées comme succès de riz, en remplacement dans les plats traditionnels. Et les graines noires sont utilisées sous forme de couscous et d'autres espèces. Les bulbes, par contre, sont plus utilisés dans la pharmacopée. Et pour dire en général, ces espèces sont utilisées surtout pour les diabétiques aussi. Parce que quand on a fait les analyses aussi, on a encore refait les analyses en regardant ce qu'il y a dedans côté métabolites secondaires, avec les alcaloïdes, les phénols totaux, etc. Nous nous sommes rendus compte que ces graines aussi sont très riches en éléments, en activités antioxydantes. Donc, ce qui permet de justifier le fait que la population locale l'utilise souvent que pour les régimes des diabétiques. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que ces espèces peuvent être d'excellentes alliées pour la conservation des
zones humides et en même temps, ça permet aux oiseaux de retrouver leur niche écologique et ça peut nous donner vraiment des éléments pour argumenter le fait de ne pas assécher les mares au profil de la riziculture. Donc, je vous remercie et nous allons enchaîner directement par la présentation de Dr. Faye. Merci. Rappelle qu'il y a des documents qui existent en ligne et il y a un document dans le bloc écologique, le nénuphar blanc des étangs, un précieux allié pour conserver les zones humides. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez juste taper nénuphar Sénégal, donc vous allez voir tout. Merci. Donc, la présentation et la parole est maintenant à Dr. Magnick Faye. Docteur Magnick Faye. Ok, merci beaucoup, Docteur Fatou Kiné. C'est Adam. Hein? C'était Hassan, c'était Hassan. Attends, c'est bon, j'espère que c'est bon. Je mets ici. Oui, c'est bon. Voilà, merci beaucoup, Dr. Fatou Kiné, de m'avoir passé la parole. Je suis Dr. Magnick Faye. Nous allons vous présenter notre travail qui porte sur la cartographie et la dynamique d'occupation des sols dans la commune de Djirnda. Djirnda est une commune qui est située dans les îles de Saloum, plus particulièrement dans la région de Fatick. Elle est à cheval entre le département de Fatick au nord et le département de Toubacouta au sud. Il est observé dans cette partie une forte dynamique de l'occupation du sol qui est liée à plusieurs facteurs, dont les actions anthropiques effectuées dans le milieu, mais également le changement climatique. Vous pouvez vous référer à la figure 3 pour voir la localisation de la commune de Djirnda au niveau du Sénégal. Voilà, pour faire cette étude, nous avons adopté la méthodologie qui est axée sur l'utilisation d'images satellitaires Landsat de 1986, de 2000 et de 2015. En fait, cette étude a pour objectif de cartographier la dynamique spatio-temporelle des entités d'occupation du sol dans le milieu, mais également essayer d'analyser les stratégies qui ont été développées aussi bien par la population autochtone que par les organisations non gouvernementales. Cette utilisation d'images satellitaires nous a permis quand même de cartographier l'évolution des unités dans le milieu. La méthodologie adoptée est basée sur celle de la classification supervisée avec un maximum de vraisemblance. Cette méthodologie nous a permis d'élaborer les cartes diachroniques de ces différentes dates. En plus de l'élaboration des cartes diachroniques, nous nous sommes basés sur ces cartes-là pour faire la détection des changements, pour mieux appréhender l'évolution spatio-temporelle des entités dans le milieu. Pour ce qui concerne les données climatiques, nous nous sommes basés sur le paramètre pluviométrie, surtout de la station synoptique de Fatick, mais également des postes pluviométriques de Fimela, de Tchadjaï, de Toubacouta et de Foundiougne, qui couvrent entièrement la commune de Djirnda pour mieux caractériser l'évolution pluviométrique dans ce milieu-là. Cette étude également est soutenue par des observations sur le terrain pour mieux analyser les facteurs intervenant dans la dégradation des ressources du milieu, mais également les stratégies effectuées dans cette partie du Sénégal. Cette méthodologie nous a permis d'aboutir à plusieurs résultats, dont l'évolution de la pluviométrie qui est quand même à la baisse selon la tendance, et cela peut être observé à travers la figure 1 de notre poster. Voilà, cette pluviométrie en fait est à la tendance et à la baisse à partir de la fin des années 1960
Cela est en concordance avec les travaux qui sont effectués en Afrique de l'Ouest, mais plus particulièrement également dans la partie sahélienne de l'Afrique. Cependant, ce discours est à nuancer parce que, en fait, certains parlent de la reprise de la pluviométrie à partir de la fin des années 90, début des années 2000. Mais cette évolution est très contrastée. En fait, nous notons une alternance d'années sèches et d'années humides pendant la saison pluvieuse. Et cette évolution de la pluviométrie également est caractérisée ou bien marquée par de longues pauses pluviométriques, mais aussi par des débuts tardifs et des fins précoces de l'hivernage. Ces changements du climat ne sont pas restés sans conséquence sur les écosystèmes, et cela également a accentué la pression anthropique sur les ressources du milieu par les prélèvements, mais également par l'abandon des activités agricoles. La cartographie diachronique nous a permis de voir qu'en fait, il y a la prédominance entre 1986 et 2015 des TAN, avec une évolution respective de 31% et de 34,8%. Entre 1986 et 2015, en fait, nous notons une forte progression des TAN et de la mangrove au détriment de la population autochtone, mais également les ONG telles que Pagerna, IUCN, etc., etc. En fait, il faut noter que entre 1995 et 2002, plusieurs activités de reboisement ont été initiées. Mais également de diminuer la pression de la population sur la mangrove, mais aussi d'attirer l'attention de la population sur l'importance de la préservation des écosystèmes dans cette partie du Sénégal. En conclusion, nous pouvons dire que entre 1986 et 2015, une forte dynamique des entités d'occupation du sol a été notée dans cette partie du Sénégal. Mais il faut noter également que l'unité TAN a fortement évolué au détriment de la vasière. Et en perspective, nous pouvons dire que dans cette partie, il faudra, dans le futur, essayer quand même de développer des stratégies beaucoup plus adéquates et idoines pour essayer quand même de préserver les écosystèmes dans cette partie et recourir aux images de forte résolution spatiale pour avoir une idée plus fine sur l'évolution des différentes entités d'occupation du sol dans cette partie du Sénégal. Voilà, merci beaucoup. C'est ça qu'on avait présenté, Dr. Fatikine. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Faye, docteur. Donc, nous allons finir les présentations de posters avec Noélo Cordoso. Noélo, vous êtes là? Oui, bonjour. C'est bon. Donc, vous allez nous présenter votre poster sur l'impact du changement climatique sur les îles de Bijagos, c'est ça? Oui. Donc, vous avez la parole. Vous mettez votre présentation, c'est bon. Mode diap, ok. Merci, c'est bon, on voit. Okay. Vous pouvez commencer. Avant tout, je tiens à remercier Adam pour l'opportunité de partager cette expérience et la réalité de la Guinée-Bissau. Le travail a été fait moi-même et avec la participation de Jérémias, Antonio et Hamilton. Guinée-Bissau, c'est un petit pays qui est limité au nord par le Sénégal et l'est et au sud par la République de la Guinée-Conakry. Il abrite l'archipel de Bijagos, qui est
un site hotspot, autrement dit, considéré comme le deuxième site de Ramsar. L'archipel, il abrite la plus grande population des oiseaux du rivage migratoire au monde. En 2001, il a été enregistré plus de 870 000 espèces qui sont migrées et résidents en période au niveau des archipels de Bijagos. Il abrite aussi les plus grandes colonies de tortues vertes, plus de 15 espèces vulnérables dans les listes rouges de l'UICN, y compris les hippopotames. Cette espèce, c'est une espèce qui vit dans l'eau douce et en même temps dans les eaux salées, qui est protégée au niveau de l'aire marine de Orango. Il protège aussi, il habite aussi les lamantins et les dauphins à bosse. On ne va pas rester là. Les îles de Bijagos, avec les projets Resiliency, il a pu mettre en place des études sur les herbiers marins où aujourd'hui, à l'état actuel, nous avons pu localiser 4 sites, 4 prairies des herbiers marins au niveau des îles Onyukunzini. Les îles, il abrite les tortues, une vaste région où les tortues marins font leurs œufs. C'est une zone riche de la biodiversité marine à toute échelle. La méthodologie de ce travail, elle est issue d'une expérience de 3 ans, car la Guinée-Bissau, il a une carence des études scientifiques par rapport à la contexte, mais l'expérience et les observations directes nous a permis d'avoir un résultat. La deuxième méthodologie, nous avons, après le contact, après la demande, la suggestion établie avec moi par Adam, nous avons établi des contacts avec les populations locales en question de sujet. Les résultats, les plus de 60% des îles Bijagos a été constaté qu'il y a un recul du trait de côte qui est issu de l'augmentation des niveaux de mer. Il y a aussi une perte de la végétation issue de l'érosion côtière et la salinisation des terres, qui est représentée dans l'image, les figures numéro 6. À Boubak, l'une des îles les plus connues de l'archipel, il y a les effets de changement climatique qui est plus répandu. La Guinée-Bissau, il souffre de la réduction de temps il souffre de la réduction des saisons de la pluie, où la saison, dans le temps, il y avait 6 mois de saison de la pluie. Et actuellement, la saison de la pluie est réduite de la moitié, où la pluie est intensifiée pendant 3 mois. À Boubak, avec le manque de construction adéquat pour les canaux
de la pluie, il y a un éboulement ou l'érosion issue de ruissellement de l'eau de la pluie, où la côte nord-ouest de Boubac, il a perdu plus de 25 mètres par ces effets. Non seulement Boubac, à part ailleurs, les effets du changement climatique impactent la population locale par le recul de trait de la côte. Nous savons que les populations des îles ils vivent dépendant de cette ressource. Ils vivent à côté des côtes, mais avec le retrait de la côte, ils sont obligés de se déplacer au fur et à mesure de cette menace. Au plan économique, les changements de milieu impactent la ressource ou, dans le temps, d'après les informations des populations locales, ils disent qu'il y avait une facilité de récolter ou pour faire les activités de la pêche pour leur survenir. Et aujourd'hui, ils ont besoin de grands efforts et les techniques pour pouvoir accéder à les ressources. Au plan écosystémique, la salinisation des terres et l'érosion côtière impactent l'écosystème marin, tel que les herbiers marins, parce qu'avec l'éboulement des terres, l'apport des sédiments, il couvre la végétation. Et ce changement de la végétation impacte directement les ressources parce qu'il y a un changement de milieu où les herbiers marins et les algues jouent le rôle d'habitat, séquestration de carbone et les sources d'aliments pour ces espèces. La conclusion, les changements climatiques sont réels. Les populations des îles Bijagos sont vulnérables à ces changements. Les superficies perdues des îles et les végétations des îles Bijagos ne sont pas connues parce que la dernière étude qui a été faite de la végétation et pour les superficies a été faite dans les années 30-40, pendant la colonisation portugaise. Il y a une forte demande pour faire des études au niveau de ces régions-là. Et les populations locales demandent les mécanismes de l'adaptation parce qu'eux, ils n'ont pas de moyens ni la capacité pour faire face à cela. Merci. Merci beaucoup, Noël Silva, donc, pour cette présentation qui est très importante et qui nous met vraiment à la fin de cette session, qui a été très, très importante avec toutes les données qu'on a eues sur la diversité des zones humides. On voit qu'il y a une grande diversité spécifique, écosystémique, génétique, avec énormément de rôles. Et vous n'avez pas mis à côté les connaissances locales qui sont très importantes. Donc, la plus grande biodiversité se trouve donc dans ces zones humides et leurs menaces constituent aussi des menaces pour l'homme. Donc, Dieu nous a chargé d'un lourd fardeau, à nous maintenant de transformer les résultats scientifiques qu'on a eus en action, donc en intégrant les populations locales et en faisant de telle sorte pour partager les données ensemble en tant que scientifiques. Nous devons travailler together pour réussir ce challenge. Donc, nous allons finir cette session et je m'en vais donner la parole à Adama donc pour clôturer. Merci.
Thank you very much, Dr. Fatkine. Thank you for doing a wonderful job moderating this last session for us. Thanks to Mr. Nadim, who isn't with us right now, but he also did a great job moderating the first part of today's program. I would like to thank everyone for having taken the time to be here with us, especially considering it's on a weekend today. This shows a lot of commitment to conservation and to climate protection in Africa and the world as a whole. Our deepest gratitude goes to the Humboldt colleagues, the alumni who continue to give back even though their time has been over with the foundation, but the knowledge needs to keep passing. Appreciation goes to the team of wetlands also, who are volunteering their time to be here as their contribution to this colleague event. Thanks to our partners in Senegal who also took the time to participate in person. And thanks to everyone who is on the virtual platform and everyone who contributed in one way or another to the success of this event. We promise that this is just the start of a big movement in Africa to make sure that all our efforts are harmonized for the protection of all these sensitive ecosystems we've been talking about for the past 2 days. So thank you, everyone, and we wish you a nice weekend. Amma, you have an announcement? Nous allons aussi remercier l'équipe technique. Merci. The technicians, I've been giving them a lot of trouble. Thank you for bearing with us. Amma needs to make an announcement about the platform too, no? For the action plan. Bon, pour le plan d'action, je pense que le travail va continuer. Comme on vous l'avait dit le jour où on a eu la session, on va essayer de mettre à contribution tout ce que vous avez fourni comme éléments. Et comme l'a dit Adam, ce n'est que le début de la réflexion, ce n'est que le début de la collaboration. Et sûrement, on vous reviendra soit par email ou par des appels ou par d'autres rencontres Zoom ou Skype pour essayer d'avancer dans cela. Maintenant, pour tous les 3 jours d'échange qu'on a eu, vous pouvez toujours révisionner le contenu des sessions sur notre chaîne YouTube. Donc, tous les enregistrements sont disponibles là-bas et n'hésitez pas à nous recontacter s'il y a un besoin d'avoir des informations ou si vous avez besoin de quelque chose de particulier qu'on a discuté durant ces jours. Merci beaucoup. C'est ça que je voulais dire. Mm-hmm.